Bonsoir tout le monde et bienvenue au Musée canadien de l'histoire. Je suis Yasmine Minguet, directrice principale des affaires publiques, du développement et des activités de rayonnement au musée. A quick reminder that tonight's event is in French only. If you require simultaneous translation and you haven't picked up your headset, they are available in the theater lobby. If you like access to French text transcription, bit of a tongue twister, please scan the QR code on the screen with your phone. It will take you to a website with live voice to script translation. And if you need assistance, please ask one of our very friendly hosting staff. Je vous rappelle que l'événement de ce soir se déroulera uniquement en français. Si vous avez besoin d'une interprétation simultanée et que vous n'avez pas encore pris un casque d'écoute, vous pouvez vous en procurer un au lobby du théâtre. Pour avoir accès à une transcription en français, vous pouvez lire le code QR sur l'écran avec votre téléphone. Cela vous amènera à un site web qui interprétera et transcrira en français ce qui est dit. Et si vous avez besoin d'aide, demandez à nos préposés, ils sont très aimables. Avant de poursuivre, je tiens de souligner que le musée est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Reconnaître l'endroit où nous nous trouvons est clé de notre relation continue avec les communautés autochtones de partout au Canada. Nos musées reconnaissent que cette terre revêt depuis toujours une grande importance historique, spirituelle et sacrée, et nous honorons la présence durable du peuple algonquin ainsi que nos voisins avec les communautés locales de Kiliganzibi et de Pikwakanagan. Ce soir, pour souligner le mois de l'histoire des Noirs au musée, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'un des plus grands athlètes du Canada. Pour la plupart d'entre vous, Bruni Sirin n'a plus besoin d'être présenté. Mais voici quelques faits saillants de sa carrière. Bruni Sirin a participé à 4 Jeux olympiques, dont ceux d'Atlanta en 1996, où il a remporté l'or au relais 4 fois 100 mètres. Il est membre du Temple de la renommée olympique du Canada, du Panthéon des sports canadiens et du Panthéon des sports du Québec. Il est également récipiendaire de l'Ordre du Canada ainsi que de l'Ordre national du Québec. De plus, il a été chef de mission du Canada aux Jeux olympiques d'été à Paris. Enfin, il est aussi un commentateur sportif apprécié et un être très philanthropique et un conférencier motivateur, un entrepreneur et surtout un père de famille. Certaines personnes pourraient ne pas avoir un lien entre le sport et le musée d'histoire. Nous avons tendance à considérer que l'histoire est comme un reflet des plus grands moments culturels et politiques de notre pays. Cependant, comme nous disons souvent ici au musée, le récit national d'un pays est la somme de ses histoires. Et beaucoup de ces histoires sont de nature sportive. Le sport offre des émotions fortes. Le sport offre des émotions fortes pendant la suspens qui précède un dernier but en prolongation. Les personnalités sportives deviennent à la fois des figures héroïques et des légendes nationales ou même internationales. Et le sport est une toile pour les espoirs et les rêves d'enfants, d'ados et même d'adultes qui recherchent à maximiser leur performance dans leur sport favori. Vous savez peut-être qu'il y a quelques années, le musée a accueilli la collection de l'Ordre du sport du Panthéon des sports canadiens. Cette collection est exceptionnelle. Il y a 100 000 objets, 60 000 documents d'archives. C'est une des plus belles collections de ce genre au monde. Et cette collection est maintenant avec le musée de l'histoire. Les collections de ce type nous aident à nouer des liens avec le public grâce au sport qui leur tiennent à cœur. Elles confirment aussi que le sport est un reflet de la vie dans ce pays au même titre que la politique, nos arts et notre culture. Enfin, un événement comme celui de ce soir reflète un aspect clé de notre mandat, mieux connaître les personnalités, les lieux
et les événements qui continuent de faire notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Au Musée canadien de l'histoire, intégrer la diversité et l'inclusion dans tous les aspects de notre travail est un sujet de première importance. Un musée d'histoire humaine se doit refléter la société, car tout le monde doit pouvoir se reconnaître dans les histoires que nous présentons. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de présenter cet événement dans le cadre de nos activités du mois de l'histoire des Noirs. J'aimerais maintenant inviter Theodora Wega, directrice de succursale et représentante du groupe Banque TD, commanditaire de cette série et de l'événement ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier profondément Linda, Francine et Yasmine pour leur accueil chaleureux. Je suis Theodora Wega et honorée de prendre parole ce soir en tant que directrice de succursale au groupe Banque TD. Au nom de la TD, j'ai le plaisir de me joindre à vous aujourd'hui à cette soirée en compagnie de Bruni Surin. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de l'événement et l'équipe du Musée canadien de l'histoire de nous avoir réunis pour célébrer et amplifier les voix, la culture et les histoires des Noirs. Des événements comme celui-ci sont un moyen efficace de mettre en valeur l'excellence des Noirs et tenir des conversations importantes. À la TD, soutenir le changement et investir dans les collectivités locales est au cœur de notre identité. Par l'entremise de notre plateforme d'entreprises citoyennes, la promesse TD prêt à agir, nous travaillons avec des organismes comme Musée canadien de l'histoire afin de changer les choses pour les clients et les collectivités que nous servons. La TD commandite des événements et des initiatives pour le mois de l'histoire des Noirs depuis 17 ans. Par l'entremise de la promesse TD prêt à agir, nous continuons à soutenir les organismes communautaires à faire entendre la voix des Noirs. Mais notre engagement ne s'arrête pas à la fin du mois de l'histoire des Noirs. Notre soutien se poursuit tout au long de l'année aux côtés d'organismes communautaires qui cherchent à créer des espaces inclusifs, à faire entendre des voix diverses et à mettre en place des programmes, des initiatives, des occasions pour les groupes défavorisés, là où ils en ont le plus besoin. Au sein de la TD, les parcours vers l'inclusion économique TD visent à améliorer l'accès à l'emploi, à la formation, au perfectionnement et à l'expérience, aux services financiers, à l'éducation, au conseil et au logement abordable. Enfin, notre programme d'accès au crédit pour les entrepreneurs noirs vise à leur offrir un accès équitable au crédit en les aidant à relever les défis uniques auxquels ils sont confrontés afin d'obtenir du financement pour leurs entreprises. L'événement d'aujourd'hui est plus qu'une célébration. Il s'agit de reconnaître les histoires qui contribuent à façonner nos collectivités, les voix qui nous poussent à aller de l'avant et le talent qui nous inspire tous. Nous reconnaissons également que la période actuelle demeure difficile pour beaucoup. En raison de la hausse continue du coût des biens de première nécessité, il est plus important que jamais que nous continuions à soutenir les organismes et les leaders axés sur les Noirs. Dirigés par les Noirs et au service des Noirs qui se démarquent dans leur collectivité. Une fois encore, au nom de la TD,
Merci aux organisateurs, Bruni Surin, Mickey Guerrier, et à vous tous d'avoir rendu cet événement possible et d'avoir mis en lumière la richesse et la diversité de la culture noire. Ensemble, des rassemblements comme celui-ci nous rappellent que célébrer la culture, favoriser la compréhension et soutenir les voix qui continuent à façonner nos communautés ont une incidence. J'espère que vous allez apprécier le reste des spectacles, conversations et séances de ce soir et que vous repartirez inspirés par les liens tissés et les histoires partagées. Au nom de la TD, je vous remercie. Je veux dire un très grand merci à Mme Mega et au groupe Banque TD. TD nous a soutenus dans beaucoup de notre programmation au fil des années ici au Musée de l'Histoire et au Musée de la Guerre. Et c'est très reconnu et c'est très apprécié. Mickey Guerrier, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute tant que commentateur sportif de RDS à Montréal, sera notre animateur ce soir. Il participe à la couverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Nord, et à Paris, en France. Il est aussi un expert fort apprécié au Québec en tout ce qui concerne le soccer et le NBA. Avant d'accueillir nos invités spéciaux pour un entretien qui promet d'être fascinant, voici une courte vidéo de la carrière de Bruni. Bonne soirée à vous tous. Pendant plus de 18 ans, Bruni Surin a outrepassé les limites de son corps et de son esprit sur les pistes d'athlétisme les plus prestigieuses du monde. Tout au long de son impressionnante carrière, il a acquis des apprentissages et surmonté des épreuves qui lui sont encore utiles aujourd'hui dans toutes les sphères de sa vie. Né à Cap-Haïtien, Bruni n'avait que 7 ans lorsqu'il a immigré à Montréal avec sa famille. Rien ne laissait alors présager le destin hors du commun de cet athlète en devenir. C'était sans compter sur son entêtement et sa détermination chevronnée. Tout a basculé lorsque son premier entraîneur lui a inculqué la phrase suivante qui définirait par la suite l'ensemble de sa carrière sportive. The me I see is the me I'll be. En effet, si le jeune Bruni n'avait pas eu l'audace de s'imaginer au sommet de l'athlétisme, il ne serait jamais devenu, à son époque, le deuxième sprinter le plus rapide de tous les temps, avec un temps de 9,84 secondes aux 100 mètres. Il n'aurait jamais mis la main sur ses nombreux titres mondiaux aux 60 mètres et aux 100 mètres, ni sur la médaille d'or olympique qui a à tout jamais bouleversé sa vie. L'équipe canadienne s'est donc présentée aux Jeux olympiques de 1996 sans être vue comme l'équipe à battre. This time, the American team would be running on their home turf, and up to then had dominated the Olympic 4x100, winning 14 of the previous 18. On peut dire que les Canadiens n'en menaient pas large dans les éliminatoires et les demi-finales, et que le passage du témoin leur posait des difficultés. Ils ont d'ailleurs presque été disqualifiés lors de la première course des éliminatoires. But the Canadian team made it through to the finals, and this time, all the top nations were there as well. And they're off, and it's up to Robert Esme to run the bend and make the clean exchange to Glenroy Gilbert, and he came flying out of the box. He did blast off. There goes Gilbert down the back straight. Gilbert is in a battle with Tim Hart, and now the third exchange, Marsh and Bruni Surin, and Bruni Surin has the lead. He's going to hand off in front, it would appear, to Donovan Bailey. A clean exchange, and Donovan Bailey is pouring it on. It's going to be double gold Canada. Oh, if you're Canadian, you have to love Saturday nights in Georgia. Their time of 37:69 was not only a Canadian record, but also the fastest time ever run on American soil. What a performance from the boys there. Destroyed the Americans. Here comes Donovan Bailey away. Un an plus tard, l'équipe maintenait sa domination à l'échelle mondiale en remportant la médaille d'or lors des championnats du monde d'Athènes. But Donovan Bailey is flying, and Canada wins.
Grâce à sa persévérance, Bruni a eu le privilège de participer à 4 Jeux olympiques en 1988, 1992, 1996 et 2000. Il est intronisé au Temple de la renommée des sports du Canada et du Comité olympique canadien, ainsi qu'au Panthéon des sports du Québec. Bruni s'accomplit dans son rôle d'époux et de père de famille, en plus d'avoir transposé les connaissances acquises en athlétisme à ses visées entrepreneuriales et philanthropiques. Il est récipiendaire de l'Ordre du Canada et était le chef de mission pour Équipe Canada lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. En plus de réaliser des investissements dans le secteur de l'immobilier, il est actionnaire dans plusieurs entreprises privées. Son équipe et lui conçoivent des vêtements décontractés pour hommes en vente dans des magasins indépendants à travers le Canada et en ligne. Il développe des partenariats commerciaux et offre ses services de conférencier motivateur, de consolidation d'équipe et de mentorat à la communauté des affaires. Depuis sa retraite sportive, près de 200 000 personnes ont été inspirées et guidées par les enseignements de Bruni. En guise de reconnaissance envers la communauté qu'il a soutenue tout au long de sa carrière, il a également créé la Fondation Bruni-Surin, qui s'assure que les besoins fondamentaux des jeunes sont comblés et qu'ils ont accès à des infrastructures sportives de qualité afin que tous les jeunes puissent bénéficier des bienfaits d'un mode de vie sain et actif. Depuis 2003, plus de 2 millions de dollars ont été distribués à travers les différents programmes de la Fondation. Mesdames et messieurs, Bruni-Surin. Merci. Je voulais te permettre de prendre les applaudissements un peu avant que je vienne gâcher le spectacle. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue, merci d'être là, merci énormément d'être là. Je dois dire que je suis très honoré d'être là avec Bruni-Surin pour cette discussion. Je vais commencer par te laisser la parole, te laisser saluer tout le monde, puis on pourra commencer cette discussion. Oui, bien sûr. Premièrement, merci au musée de nous recevoir. Je remercie aussi la Banque TD, le commanditaire qui nous permet d'être là. Merci à vous, chers spectateurs, supporters. Et finalement, Mika, un ami, un professionnel. On va passer du bon temps ensemble. Au moins une bonne heure. Et je trouve ça très drôle. Je vous dis tout de suite, ça va être très décontracté. Moi, j'aime bien ce genre de discussion-là. Bruni l'a dit, on se connaît un petit peu. J'ai eu la chance de le côtoyer dans le cadre de mon travail. Entre autres, pour ceux qui ne le savent pas, la présentation l'a dit, je travaille dans les médias depuis quelques années, mais je suis d'abord et avant tout un fan de sport, sûrement comme la plupart d'entre vous. Ce que je fais depuis plusieurs années, c'est parler de sport, mais aussi de culture, de sport et société. C'est vraiment ce que j'aime, au-delà des performances, comment le sport est important. Mme Manguier le disait un petit peu plus tôt, puis je pense que c'est important de le souligner aussi, surtout dans la période qu'on vit en ce moment. Le sport, c'est beaucoup plus que des performances. Vous connaissez sûrement Louis Lemieux, le député, qui m'avait dit, j'ai commencé à travailler avec lui dans les médias, il m'a dit « Le sport, c'est plus que du 2-1 ». Grosso modo, le sport, c'est plus que des scores, justement. On parle de situation politique. Le sport, ça nous inspire aussi. Ça apporte notre fierté. Puis en arrière, en coulisses, votre réaction lorsqu'on a vu le 4x100 mètres à Atlanta, ça m'a beaucoup touché parce que je regardais ces images-là, j'avais les larmes aux yeux. Je me rappelle encore où j'étais avec mon père, à quel point j'étais fier de te voir, Bruni. Tu le sais, je te l'ai dit déjà plusieurs fois en privé, à quel point j'étais fier, étant moi-même québécois d'origine haïtienne, de voir un Haïtien réussir comme ça et de voir un Canadien. Puis ce que je trouve beau à travers le sport, c'est de voir que, avant d'être de notre origine, haïtien dans ton cas, dans le cas de Donovan Bailey et d'autres aussi d'origine jamaïcaine, mais on est d'abord Canadien. Et ça, pour moi, je trouve que le sport, ça nous unit de pouvoir porter ces couleurs-là. On l'a vu la semaine dernière avec l'équipe canadienne de hockey qui a battu les Américains. Oui, il y avait beaucoup de tension, mais on était d'abord et avant tout tous Canadiens. Donc, pour moi, je trouve ça très beau et très important, ce genre de conversation-là aussi. Bruni, on a vu ces images-là de 96 Atlanta.
Je sais que ça fait partie des grands moments de ta carrière. C'est peut-être pas le plus grand, mais il se place parmi les meilleurs. Ça se place où dans tes meilleurs souvenirs, ça? Je vais garder ce souvenir-là, écoute, jusqu'à ma mort. C'est fou. Je regardais encore les images, puis j'ai encore des palpitations. Ça vient encore me chercher. Puis quelque chose qui m'avait choqué à un moment donné, c'est que oui, on savait sur le coup, tu gagnes les Olympiques. On a gagné les Olympiques comme Canadiens. On a fait la fête. C'était beau, mais j'ai jamais pensé l'impact que ça a eu dans notre histoire. Parce que je me rappelle, des années plus tard, je donnais une conférence, puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, et puis il me dit « Ah, Bruni, je me rappelle quand on a gagné en 96. » Là, j'étais comme « OK, on a gagné. » Puis c'est là que je me suis mis plus à l'écoute, puis tu vois, comme tu viens de le dire, tu te rappelles où est-ce que tu étais. Je rencontre tellement de gens qui me disent, écoute, ils se rappellent à ce moment, où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est toute une fierté pour le Canada. Puis je me sens vraiment privilégié d'avoir fait partie de cette histoire-là, dans le fond. Plus que faire partie, tu as été un élément essentiel. Puis il y a tout un contexte aussi autour de cette course-là. On va y revenir tantôt, mais il y avait aussi une grande déception personnellement pour toi. Ça ne s'était pas passé comme tu voulais au 100 mètres individuel. Oui. Écoute, ces jeux-là, ça a été les émotions, vraiment les deux à l'extrême. Oui, on parle de 96, on a gagné la médaille d'or, et ainsi de suite. Mais en même temps, à peu près, c'est 5 jours. 5 jours avant ça, j'ai connu la pire défaite de ma carrière, dans le fond. Puis c'était un cauchemar. Pourquoi? Parce que oui, 100 mètres, l'épreuve individuelle, l'objectif, c'était de gagner aussi. Pour vous mettre en contexte, en 96, j'étais classé au niveau individuel 2e au monde, au 100 mètres. Parce que j'avais fait la médaille de Donovan et moi, le Canada a fait 1-2 l'année d'avant, 95. Là, en 96, je dis, je veux gagner le 100 mètres et je veux gagner le 4 x 100 mètres. Je me rends au jeu. En demi-finale, il y a 2 demi-finales où est-ce qu'ils vont prendre les 4 premiers de chaque vague pour faire 8 finalistes. Je suis dans la première vague, première demi-finale, je termine la course, je regarde le tableau indicateur, je vois mon nom, Canada, 5e. Là, c'est comme, tu es aux Jeux olympiques. Là. C'est pas une compétition, tu peux dire, dans 2 semaines, je vais m'en prendre. Là. C'est comme, ça veut dire c'est fini. Mais heureusement aussi, que j'ai toujours appris dans mon enseignement, c'est que tu sois dans le sport, dans n'importe quel domaine, c'est que quand il t'arrive, l'expression, c'est que tu frappes un mur. Il y a une raison pourquoi tu as frappé un mur. Puis il faut essayer de le chercher, de le trouver au plus vite possible. Et la deuxième chose, qu'est-ce que tu vas faire pour te sortir de là aussi au plus rapidement possible? Ce que j'ai fait, mais ça n'a pas été évident, parce que sur le coup, écoute, je me dis, écoute, c'est pas juste. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar. Après ça, je retourne sur la piste d'échauffement avant de retourner à la maison et je regarde la finale olympique comme un spectateur. Je ne fais pas partie du show. Et puis là, je vois mon coéquipier qui gagne la médaille d'or. Je suis comme, yeah, Canada! C'est comme, écoute, c'est un sentiment tellement bizarre, là. C'est comme, mais voyons donc. Mais après ça, je vois ma conjointe, écoute, ma conjointe qui pleure. Écoute, c'est fou. Là, tu as l'entraîneur, mon entraîneur qui se gratte la tête, qui ne comprend pas. Parce que je n'étais pas blessé. Tu sais, mettons que c'est une blessure, tu dis, OK, je suis blessé. Je n'étais pas blessé du tout. Tu te sentais même très bien avant cette course. Je me sentais très bien. Je me sentais très bien, mais il y avait quelque chose aussi bizarre que je vais t'expliquer. Puis là, j'arrive à la maison. Et c'est là que ceux qui sont de ma génération, vous savez, les cassettes VHS, là. Mon VHS. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, exactement. Et là, je regarde la course, puis je regarde la course. Sans exagérer, j'ai dû revoir la course peut-être une 50aine de fois. Puis je me posais la question, mais pourquoi je suis dans cette situation-là? Puis c'est
en plein milieu de la nuit, j'ai dit, OK, je viens de comprendre. Dans mon année de préparation, il y avait une période que j'aimais pas ça. À 3-4 reprises, l'année olympique, j'allais m'entraîner, la flamme n'était pas là. À 3-4 reprises, j'ai fait un U-turn, je suis retourné chez moi, je n'ai pas été m'entraîner. Mais dans ce temps-là, je suis comme l'expression qu'on dit, j'étais dans ma bulle. Je comprenais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Peut-être dans ce temps-là, santé mentale, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire qu'aux Jeux olympiques, c'est là que j'ai réalisé, que je me suis posé la question, Bruni, je sais pourquoi tu es là. Tu es là parce que la question que je me suis posée, pourquoi tu voulais cette médaille? Je le voulais pour mes amis, pour ma famille, pour mes commanditaires, pour mon pays. Je n'étais pas dans l'équation. C'est là que je suis comme, OK, je comprends maintenant. Maintenant, je change ma façon de penser, mon mindset, mon état d'esprit, je le switch. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous allez faire au plus vite possible? Là, j'ai switché mon mindset. J'ai dit, à partir de maintenant, là, c'est moi. Les autres après. Quelques heures plus tard, j'étais dans la piscine. Il y avait une piscine où est-ce qu'on habitait, puis je disais haut et fort, Life is great. La vie est belle. Puis il y a des gens qui sont venus me voir, qui ne comprenaient pas. Ils m'ont posé la question, ils me disent, Are you OK? Est-ce que tu es toute là, Bruni? Est-ce que tu es toute là? Mais c'est ça. J'ai changé mon mindset. Puis j'ai dit, pour moi, c'était le problème venait de se résoudre en moins de 24 heures. Puis aussi, je ne pouvais pas me permettre, parce qu'on avait une autre mission, le relais. Je ne pouvais pas non plus me permettre d'aller voir mes coéquipiers après pour me dire, mais là, mes problèmes, la vie n'est pas juste. Non, c'est bad energy. Je ne pouvais pas me permettre ça. J'ai réglé mes problèmes. Puis c'est même moi, quand il a vu mes coéquipiers après, tout le monde se sentait mal à l'aise. J'ai vu le body language. J'ai dit, guys, I'm OK. J'ai trouvé, je sais c'est quoi mon problème, c'est réglé. Notre mission maintenant, on va gagner le relais et puis c'est tout. Mais c'est incroyable parce que de l'extérieur, puis tu sais, en lisant sur toi, en apprenant à te connaître, on remet en contexte. Mais quand on regarde la course, on ne pense pas à tout ça, à tout ce qu'il y a en arrière. Il y a eu beaucoup de moments comme ceux-là dans ta carrière où il y a eu des bas avant d'avoir des hauts, puis avant d'atteindre des records. Est-ce que c'est le moment où tu as été le plus bas versus le plus haut? Ça a été le moment que j'ai été le plus bas. J'ai eu une autre période, même après que j'ai fait ma meilleure performance, c'était les derniers Jeux olympiques que j'ai fait en 2000, dans le fond. À Sydney. À Sydney. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la sélection olympique, là, c'est comme, il y a de la pression, là. Puis en plus, dans ce temps-là, c'était CBC qui faisait la promotion. Fait que imaginez-vous qu'on dit que ça va être les Jeux olympiques, Canada, tout le monde est excité. Samedi, on n'a plus l'heure exactement, mais on va dire 17h, Bruni-Surin, live à la télévision à travers le Canada. Le stade est plein, on est à Victoria. Et là, en demi-finale, la compétition a eu un peu de retard. Moi, je suis en dernière qualification. Je sens un malaise. Mon corps, il y a quelque chose qui ne marche pas. La mécanique, il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais ma qualification. J'ai juste eu le temps de retourner avant la finale. Mon chiropraticien était là. Mon massothérapeute était là. Puis là, je leur dis, écoute, j'ai mal. Le temps qu'ils sont en train de me soigner, je n'ai pas fini. On m'appelle. Surin, go, let's go. Là, je suis comme, wow. J'ai mal. Le stade est plein. On a fait la promotion partout au Canada. Je fais quoi? Si je ne cours pas, déjà les sprinteurs, c'est les prima donna, les divas. Les divas. Je ne veux pas décevoir la foule. Je ne veux pas décevoir personne, les commanditaires et tout. Je prends la chance. Je dis à mon Kiro, OK, bon, c'est bon, let's go, on y va. En finale, à 80 mètres, je sens, c'est comme si vous prenez une grosse aiguille, là, puis vous me rentrez derrière la cuisse. En courant, je fais comme ça, je ralentis un peu, je gagne quand même. Mais sauf que là,
la température de mon corps, on était chauffé, là. On était à chaud. Là, mon entraîneur a vu ma réaction à 80 mètres. Il me dit après, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, à 80 mètres, c'est comme l'impression, l'aiguille, je vois sa face. Et à peu près 2 heures plus tard, là, la température de mon corps devient la normale. Là. Ma jambe, toute la jambe était... Je ne pouvais pas marcher. J'ai pris l'avion tout le long, j'étais comme ça dans l'avion. Et là, je suis revenu à Montréal voir physio, chiro, acupuncture, les spécialistes. Je suis allé à Toronto, voir d'autres spécialistes. J'ai tout fait. C'était tough. Puis là, j'étais top au monde. Là. Puis là, j'ai mon agent aux États-Unis qui me disait, t'es-tu correct parce qu'il y a telle compétition? Puis on parle de beaucoup d'argent. Là. Je dis, je peux pas. On revient plus tard. Bruni, il y a telle compétition, beaucoup d'argent. Je peux pas, je suis encore blessé. Je vais aux Jeux olympiques à Sydney. À Sydney, ouais. Première course. Je pars. Je dis... Là, je faisais des traitements, des 4-5 heures de traitement par jour. Là. Première course, à chaque fois que je lève la jambe, c'est comme ouch, 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 ouch. On va y aller jusqu'au bout. Ils prenaient les top 50 pour aller en quart de finale. J'étais le dernier qualifié. Wow. J'étais le 50e. CBC avait déjà annoncé, Bruni's out, his injury, nanana, mais j'étais qualifié pour le quart de finale. Du stade, j'étais au village des athlètes, en infirmerie, faire des tests. Et là, j'ai refait un test de résonance magnétique et c'est là qu'on a dit que j'avais une déchirure de tendon. Là, je suis comme, wow. De l'hôpital, je suis retourné le soir faire les quarts de finale. Et là, pour les quarts de finale, mon médecin qui était là, elle me dit, écoute, ta situation, tu ne peux pas briser ton corps, whatever. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'était le dernier jeu. On peut te faire une infiltration à la marcaïne, ça c'est légal, juste pour geler la région, pour pas que je sente la douleur. J'ai dit, OK, je vais l'essayer. Je prends l'injection, puis on avait fait des tests entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Celui-là, j'avais moins 35% de force. Donc, c'est comme si celui-là, j'ai beaucoup de force, je cours, puis celui-là, c'est comme, il est comme ça. J'ai réussi à me qualifier pour la demi-finale le lendemain. Mais là, j'ai mal. Là, je dis, oh my God, qu'est-ce que je fais? C'est mes derniers jeux, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de danger, je ne vais pas exploser, whatever. Là, le lendemain, je prends une première injection. Là, j'essaye mes trucs. Je sens encore la douleur. On me donne une deuxième injection. Écoute, j'étais malade, là, whatever. Tout ça pour dire que à la position près, je sentais déjà la douleur. Et à go, inconsciemment, j'ai marché. J'ai un des temps les plus rapides au monde. J'ai aussi un des temps les plus slow. J'ai fait un 100 mètres en genre 50 secondes. C'est comme, wow. J'ai marché, puis inconsciemment, j'ai gardé ma ligne jusqu'au bout. Puis je faisais l'analyse. Ouais. Encore une fois, Bruni, tu es dans cette situation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je me suis dit, j'ai tout fait. J'ai pas pu faire rien d'autre. Fait que j'ai fait du mieux que je pouvais. Et that's it. Ma conjointe est là. Mes enfants, je vais téléphoner mes enfants plus tard à la maison. Life is great. Et on continue. Et quand j'ai été faire l'entrevue, j'ai fait l'entrevue, puis c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, écoute, voici ce qui s'est passé, puis de toute façon, la vie continue. La vie... J'ai ma femme qui est là, j'ai une super belle famille. Ouais. Puis tout le monde est en santé, sauf toi. Sauf moi. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Toi, t'es journaliste, t'es pas comme ça, là, mais en tout cas, les journalistes étaient furieux contre moi. Parce que
ils auraient voulu que je m'exprime plus, que je fasse du cinéma. Ah ouais, c'est pas juste, là, quand je commence à tout briser, whatever, mais écoute, que j'aurais fait ça. Ouais. Oui, on peut exprimer ses frustrations et tout ça, mais moi, j'ai fait l'analyse, puis je suis passé à d'autres choses. Mais ça, c'est incroyable. Je vais me permettre un commentaire personnel, puis là, on va faire aussi ton parcours aussi un peu plus chronologiquement dans le sport. Moi, c'est ce qui m'a toujours marqué de toi, même dans ta présentation tantôt, quand on est venu te présenter, ton humilité, malgré tout ce que tu as accompli, malgré les défis. Quand on lit sur toi autant ta biographie, qu'on lit un peu ton parcours sportif, on se rend compte qu'il y a eu d'énormes succès. On se rappelle de ça, mais tu as eu beaucoup de défis, puis tu sembles être très, j'ai envie de dire, attaché à ces défis-là parce qu'ils te définissent aussi à travers la persévérance. Ouais. Est-ce que je me trompe en disant ça, que ton humilité te vient aussi de « OK, tout le monde se rappelle de mes bons coups, mais moi, je me rappelle qu'il y a des fois où ça a moins bien été, puis je suis fier d'avoir réussi à passer à travers ça. » Ouais. Ben oui, tu as raison. Puis d'ailleurs, dans mes conférences, ça, c'est des choses que je rappelle souvent aux gens. De dire aux gens aussi que oui, ben vous voyez, par exemple, les médailles, les titres et ainsi de suite, mais il y a aussi l'autre côté. Quand on parle de résilience, écoute, c'est le niveau de résilience que j'ai dû passer à travers ma carrière, c'est fou, là. Je me rappelle au début, écoute, premièrement, ben, j'avais pas d'argent, j'avais pas de sous. Ouais. J'ai frappé aux portes. Comme on dit, notre fameuse expression, ben, j'ai quitté. J'ai quitté. Je faisais quasiment du porte-à-porte. Puis, écoute, monsieur, madame, j'allais au dépanneur à côté de chez moi. Michel, peux-tu m'aider? J'allais dans une autre entreprise parce que j'avais pas les moyens. Michel, c'est-tu le gars qui avait juste un œil, puis où est-ce que tu volais des biscuits? Non, ça, c'est un autre. Je t'inquiète, parce que je veux qu'on c'est vrai que je volais des biscuits. Ouais, je sais que c'est vrai. C'est pour ça que je t'en parle. Michel, c'était le propriétaire du dépanneur à côté de chez moi. Ouais. Ces histoires-là, tu te rappelles de ça. Il était impliqué dans le baseball, puis il m'avait dit, Bruni, j'aimerais bien ça t'aider, mais écoute, gars, j'ai pas les moyens. Puis la première personne que j'ai réussi à avoir un peu de financement, c'était dans un restaurant. Que j'ai fait mon pitch pour dire au monsieur, ben écoute, mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques, j'ai pas les moyens, blablabla. Puis je voyais que ça allait pas fonctionner. Puis au moment de prendre la porte, moi, je me suis dit, mon mindset, je vais aller voir un autre magasin. Le monsieur me rappelle. C'est là qu'il a sorti son chéquier, puis qu'il m'a fait un chèque. Il m'a fait un chèque de 500 $. Puis imagine-toi, c'est avec cet argent-là que j'ai été acheter mes premières souliers de compétition. Puis j'ai commencé à faire des compétitions comme ça. En Europe, où est-ce qu'il se passe les compétitions? Ben, Bruni-Surin, pas de nom, pas de titre. Je me faisais niaiser, comme on dit. Puis il y a d'autres athlètes qui étaient de plus haut niveau que moi, qui riaient de moi. Tu sais, des fois, l'intimidation. Ouais. Mais surtout en athlétisme, en plus, ça fait partie du processus. Oui, là. C'est fou. Ben, je veux qu'on revienne là-dessus parce que, tu sais, je faisais des blagues sur tes mauvais coups quand tu étais jeune, puis le fait d'aller chercher du financement aussi comme ça. Tu as commencé, tu es arrivé au Canada, on l'a vu dans la vidéo, à peu près 7-8 ans, venu de Cap-Haïtien. D'ailleurs, tantôt, je faisais la blague, tu sais, de se retrouver ici, 2 gars d'origine haïtienne. Puis je trouve qu'il y a quelque chose il n'y a rien de plus canadien que ça. On aurait pu le faire en créole aussi, ça aurait pu marcher. Ouais. Moi, je suis né à Montréal, toi, t'es arrivé à 7 ans et tu t'es tout de suite intégré à travers le sport, mais dans un milieu qui n'était pas facile aussi. Tu as été à Lucien-Pagé. Moi, j'ai grandi pas très loin de là. Mes parents ne voulaient pas que j'aille à Lucien-Pagé parce que c'était dangereux. Toi, tu as été là. Ton surnom, le pasteur, je ne suis pas surpris parce que tu es toujours bien habillé. Comment ça t'a formé et ça a façonné aussi la personne que tu étais, d'avoir des parents d'origine haïtienne qui ont émigré au Canada et ensuite d'aller à l'école dans un milieu qui n'était pas évident? Oui, bien, premièrement, le côté résilient, j'ai appris ça de mes parents, forcément. Quand je regarde l'histoire de mon père, écoute, c'est un mécanicien. Il faisait le translation. À la station d'essence? Non, excuse-moi. Translation. La traduction. Traduction. Ouais. Parce qu'il y avait des preachers québécois qui venaient en Haïti et les Américains qui venaient en Haïti. C'est lui qui faisait les traductions. Il s'occupait d'un centre sportif. Là, je me disais, écoute, il travaille fort. Il fait un truc un peu par là pour
subvenant aux besoins de sa famille. Puis mon père, c'est quelqu'un qui est très... qui partage aussi beaucoup. Fait que j'ai pris ces traits-là de lui. Oui, Lucien Pagé, écoute, c'est tough. J'ai fait 1-2 à Lucien Pagé, puis j'ai fait 3-4-5 à Louis-Joseph Papineau. Fait que ça, c'est des écoles difficiles. Encore aujourd'hui, c'est des écoles aussi, c'est des quartiers aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux venants, l'immigration et tout ça. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que, tu sais, mon année après ma carrière, j'ai fait ma fondation et on est très présent dans ce secteur-là. Parce que je me rappelle, un moment donné, j'avais été donner une conférence, puis ma fondation en aide pour les infrastructures sportives et tout ça. Et puis là, à un moment donné, la directrice me dit « Ah, Bruni, c'est bien, qu'est-ce que tu fais avec ta fondation? » et ainsi de suite. Puis elle me dit « Est-ce que tu sais qu'il y a encore des besoins encore plus urgents que ça? » Puis j'étais comme « OK. Quoi? » Elle me dit « Ben écoute, parce qu'il y a plusieurs classes d'accueil et il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'école là, le matin, là, puis qui déjeunent pas. Puis qu'en hiver, les manteaux d'hiver, c'est pas approprié et les fournitures scolaires, ils ont beaucoup d'aide. Puis c'est là que ma fondation, maintenant, on est présent dans 3 écoles dans le quartier Saint-Michel. Et là, la fondation s'est associée avec une autre fondation plus grosse, justement, pour subvenir à des écoles encore plus larges à Montréal. Écoute, la dernière fois, j'étais à Louis-Joseph Papineau, mon école secondaire, je rentre au gymnase, j'ai eu un choc. C'était pareil. C'était pareil. Ouais. Je regarde la couleur des vestiaires toute brisée. Je dis, écoute, c'était la même chose quand j'étais là. Longtemps? Longtemps? Tu veux pas le dire, hein? Merci. Mais je l'assume. C'est gris maintenant. Et là, je me rends au gymnase, puis je regarde les plafonds. Puis je dis, écoute, le plafond, il va me tomber sur la tête. C'est comme c'est fou. Puis il y a beaucoup d'écoles comme ça. Fait que, tu sais, comme quand je dis des fois, pour moi, c'est comme mettre mon petit grain de sel tout seul. Ben, écoute, il y a plusieurs organismes qui essayent d'aider, mais on a beaucoup de besoins. Donc, tu t'es toujours impliqué après ta carrière. Tu n'as jamais oublié d'où tu venais. Mais je veux qu'on parle justement de tes débuts. Tes sauts en hauteur, sauts en longueur et ensuite l'athlétisme. Juste résume-nous le 100 mètres plutôt. Résume-nous rapidement comment tu t'es ramassé au 100 mètres, presque par accident dans le fond. Là. Tu faisais ça pour améliorer tes performances dans d'autres sports, puis finalement, c'est devenu ton sport. Oui. C'est depuis le secondaire 1, comment ça se passe, c'est qu'on a les compétitions régionaux. À Montréal, c'est plusieurs écoles qui se rassemblent dans un centre sportif, Claude Robillard. Puis nous, peut-être 3 semaines avant, 1 mois avant, notre professeur d'éducation physique nous apprenait comment courir, sauter, et ainsi de suite. Puis, secondaire 1, je gagne le triple saut. Puis, je pense que j'avais gagné le saut en longueur aussi, ou 2e au saut en longueur, mais je n'étais pas le plus rapide. Je pense que je suis arrivé 4e, 5e, c'était 80 mètres dans ce temps-là. Et là, c'est là qu'il y a eu un entraîneur, je vois avec son gilet Canada, qui vient me voir après le triple saut. Il me dit, écoute, toi, le petit jeune, là, je vois que tu as du talent. Voici mon numéro, j'aimerais ça te coacher. On ne sait jamais, peut-être plus tard, les Jeux olympiques et tout ça. Là, dans ma tête, je dis, c'est qui ce fou-là? Je veux rien savoir. Fait que là, je ne l'ai jamais appelé. L'année d'après, il revient me voir. « Hey, Bruni, tu te rappelles de moi l'année dernière, Daniel Saint-Hilaire? » Ouais, je me rappelle. Il me donne son numéro, je n'ai jamais appelé pendant 5 ans. Mais là, c'est après que j'ai vu les Jeux olympiques. Ça a eu un impact incroyable. 84 à Los Angeles. Je tombe sur le 100 mètres. C'est là que j'entends l'annonceur dire « Who's gonna be the fastest man on earth? » Qui va être l'homme le plus rapide au monde? Là, j'étais comme « Aïe, aïe! Wow! » Et là, je vois l'Américain Carl Lewis qui gagne. Dans ce temps-là, il y avait les high top. Le high top, ouais. Là, j'arrive, je dis, il faut que je fasse un high top moi aussi. Et puis c'est là que j'ai dit, cette période-là, il y a eu tellement un impact sur ma vie, c'est incroyable. Parce que je me rappelle, quand j'ai vu ça à la télévision, et l'histoire de Daniel Saint-Hilaire qui me disait, tu as du talent, je vais t'entraîner pendant comme 5 ans. Et c'est là que j'ai identifié mon rêve.
Puis c'est là que je me suis dit, ben écoute, moi, je veux aller aux Jeux olympiques. Puis qu'est-ce que j'ai appris aussi? C'est que quand tu as un rêve, puis que tu es prêt à faire l'effort pour y aller, no matter what, et pas peur de le dire. Puis je l'ai dit. Le petit jeune Bruni à 17 ans, dans le quartier, justement, Saint-Michel, pas loin de Louis-Joseph Papineau. Je veux aller aux Jeux olympiques. Je veux être comme Carl Lewis. Un jour, je veux sauter aussi loin que Carl Lewis, puis pourquoi pas courir plus vite que lui? Puis je pense que c'est important aussi de mettre en contexte, à cette époque-là, au Québec, au Canada aussi, on n'avait pas vraiment de champion olympique. Tu sais, avant 84, même les Jeux d'hiver, c'était presque impossible de rêver à ça. Gaétan Boucher n'était pas encore arrivé. On n'avait pas encore... Ou en fait, il venait juste de remporter des médailles. C'était tout nouveau là, de rêver. C'était un petit peu fou. Là. Comment ça a été accueilli par ton entourage, puis même tes amis, de dire « Moi, je vais me rendre aux Olympiques un jour ». C'était 95%, je pourrais dire, de la société qui me disait impossible. Puis le pire, là, c'est qu'à 17 ans, moi, impossible, je sais pas ce que ça voulait dire. C'est fou à dire. Puis j'entendais les gens me dire, ben, sois réaliste. Puis je comprenais pas. Puis l'autre impact que j'ai eu aussi, c'est que moi, quand je suis arrivé au Québec, justement, à l'âge de 7 ans, en plein hiver, choc culturel incroyable, puis je me rappelle comme si c'était hier. Mes parents sont venus une année avant moi. Moi, je suis resté en Haïti, dans la maison, mes grands-parents, mon oncle, ma tante, mes parents sont à Montréal. J'ai aucune idée c'est quoi Montréal, Canada, whatever. Je fais mes affaires là-bas. 1 an plus tard, mon père retourne nous chercher. J'étais comme, all right. J'arrive au Québec, je vois ma mère toute excitée. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue. Puis l'une des premières choses qu'elle m'a dites, là, j'ai encore sa voix ici. Là. Ici, mon petit gars, tu as toutes les opportunités devant toi. Ça dépend juste de toi d'aller les chercher. Puis n'oublie jamais une chose, mon petit gars, dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Ça veut dire, tu ne triches pas. Qu'est-ce que ma mère venait de me dire, là? Moi, j'étais Superman. Moi, là, j'étais comme, écoute, plus tard, là, moi, je vais réussir, je vais aller chercher les opportunités, puis let's go. C'était ça, là. L'impact que les parents ont puis comment vous le prenez, écoute, c'est fou, là. C'est pour ça que moi, tout ça, ces histoires-là, je ne veux pas juste tout baser sur moi, parce que moi, je suis un gars qui est très curieux aussi. Moi, que ce soit les grands entrepreneurs que vous voyez, les artistes, tout, j'aime ça parler aux gens. Hey, comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi ton thinking? Ça a été quoi tes obstacles? Puis j'ai remarqué que beaucoup dans ces gens-là, ils ont toutes 2 choses identiques. Mais eux se sont vus réussir. Puis quasiment toute la gang, là, ils se sont fait dire, ben non, mais voyons donc, sois réaliste. Pourquoi sois réaliste? Qu'est-ce que ça veut dire, sois réaliste? Qu'est-ce que ça veut dire, impossible? C'est nous qui nous mettons ça dans la tête, là. Moi, je regarde qu'est-ce que les gens me disaient. La société me disait, ben Bruni, tu rêves en couleur. Ben écoute, ben c'est fait. Athlétisme, check. Après, on va parler, je ne veux pas sauter tes questions. Non, mais tout ce que j'ai fait après, que ce soit la collection de vêtements, que ce soit en immobilier, que ce soit avec ma fondation, que ce soit whatever, c'est comme, ben non, fais tes petites affaires. Pourquoi faire ces petites affaires? Pourquoi on veut voir petit? Ben, je suis content que tu le dises parce que moi, souvent, quand on me dit tu peux pas tout avoir, je réponds tout le temps pourquoi pas. Ben, c'est ça. C'est justement puis, ça. Je vais pouvoir dire Bruni Turin pense comme moi, puis on est d'accord. Ben oui. La beauté de cette conversation-là, c'est que j'ai plein de questions, tu n'as aucune idée c'est quoi, personne ne sait c'est quoi, donc je peux en sauter puis on peut aller où on veut. Pas de problème. Moi, il y a une chose que tu viens de dire là par rapport au fait de ne pas tricher, ça me permet de passer 84, tu vois Carl Lewis au jeu à Los Angeles. C'est drôle, 4 ans plus tard, 88, tu te retrouves à Séoul. Puis tantôt, on parlait de défis, on parlait d'obstacles, on parlait de moments difficiles. Puis j'ai réalisé, en lisant sur toi puis en faisant la recherche, tout ça, j'étais comme, hey, c'est vrai, Bruni a participé à 4 jeux. J'avais oublié 88. Parce qu'il s'est passé quelque chose en 88 que tout le monde se rappelle, ou du moins ceux qui ont à peu près mon âge. Moi, tu vois, c'est là où
j'ai eu, pour la première fois, le goût d'aller aux Jeux olympiques. Pas comme athlète, comme journaliste. Parce qu'il s'est passé une chose, on le sait tous, ce qui s'est passé avec Ben Johnson en 88. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit. Puis c'est drôle parce que récemment, je racontais ça à la radio, puis je disais, mais hey, je me rappelle, j'allais à l'école le lendemain. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que les Jeux, c'est l'été. Puis comment ça, j'allais à l'école et j'ai été vérifier les dates. Les Jeux étaient en septembre cette année-là, en 88. C'était encore les Jeux la même année, les Jeux d'été, Jeux d'hiver. Il y avait eu Calgary, les Jeux de Séoul. Je me rappelle Ben Johnson qui gagne. Je m'en vais me coucher. Ben Johnson a gagné. On a gagné. On est champion. Et je me réveille le lendemain matin. Mon père me réveille puis il me dit, il me le dit en créole en plus, « You can't be Ben Johnson! » Ça veut dire, ils l'ont pogné. Ben Johnson est dopé, puis ça a été la fin du monde. Ce que j'ai pas réalisé, puis que j'ai réalisé dernièrement, j'ai allumé, j'ai fait « Hey, c'est vrai, Bruni Surin était là. » Puis c'est comme si, même moi, jeune haïtien chez nous, puis je me rappelle la fierté aussi de mon père qui disait tout le temps, il y avait 2 exemples chez nous d'haïtiens, de Canadiens d'origine haïtienne. Il y avait Denis Laferrière d'un côté, puis il y avait Bruni Surin de l'autre. Puis il y avait l'intello, puis il y avait le sportif. T'es là, choisis ce que tu veux, mais réussis à être un peu comme un des deux, puis on va être content. Mais comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur en 88, tes premiers jeux qui ont été un peu gâchés par un coéquipier, par un autre athlète? C'était très, très, très difficile. Avant les Jeux, il y avait certaines sauts d'humeur dans le fond de la personne. Tu sais, sur le coup, je me dis, ben, voyons donc, il donne un bête. Puis c'est après ça que j'ai comme compris qu'il se passait de quoi. Au jeu, c'était une autre personne. C'était comme, du point de vue même agressif et tout ça. Puis, quand on a appris au village, avant que ça sorte, justement, Yokembele, ils l'ont pogné, il n'y a personne qui a été surpris. Personne n'a été surpris. Tout le monde le savait. Ça sort. Et nous, là-bas, on a le gilet Canada. Fait que quand on était au village des athlètes, et là, t'es pointé du doigt. Parce que c'était pas juste l'individu. C'était, comme on dit, on a gagné. Et dans ce cas-là, c'était vous autres, les Canadiens. Là. C'est comme, puis on me pointait aussi. Puis on allait à la cafétéria. Puis les journalistes, c'était de l'harcèlement. C'était tellement pas le fun. J'ai demandé à retourner chez moi avant. Fait que moi, j'étais déjà à Montréal quand même Ben est revenu avec toutes ces histoires et ainsi de suite. Là. C'était plate. Puis le timing de ça, j'étais blessé. Je faisais du saut en longueur. Je faisais pas du sprint encore. J'étais blessé au niveau de la cheville. J'avais terminé 14e au saut en longueur. Et pour la saison d'après, je dis à mon entraîneur, quand je cours, j'ai pas mal. C'est juste quand je vais à l'impact que j'ai mal. Je vais me concentrer sur le 100 mètres. Et dans l'année olympique, j'ai rencontré un agent professionnel qui habite à Siena, en Italie. Donc, j'ai été m'installer en Italie, début 89, pour commencer mes compétitions professionnelles au 100 mètres. Je suis resté quelques mois là-bas. Et quand je suis revenu au Canada, 89, premier championnat canadien comme sprinter, je gagne. Et puis là, c'était comme, hey, comment ça? Les autres, ça fait des années qu'ils courent. Toi, tu viens, c'est ta première année. Puis là, tu es passé de 10-6 à 10-1. Sauf que là, je dis, ouais, mais quand je courais 10-6, je ne m'entraînais pas pour 100 mètres, je m'entraînais pour le saut en longueur. Fait qu'ils n'ont pas fait de la comparaison. Puis le titre, c'était Bruni, le successeur de Ben Johnson. Hein? Wow! Puis là, c'était comme... Puis tu commences comme ça. Je commence, là. Ouais. Puis là, c'était, ben là, il a été s'entraîner en Italie, il a été se cacher pour se... Là, c'était comme, wow! Là, j'avais pas de commanditaire encore. C'était difficile de trouver des commanditaires, parce que là, je suis Canadien. En plus, je suis un sprinter. Il n'y a aucune compagnie qui va dire, on va commanditer un sprinter canadien. Oublie ça.
Là, j'ai dit, OK, je vais trouver... Vous étiez rendu radioactif, là. J'étais radioactif. Non, on était barrés, là. Là, je voulais trouver un commanditaire pour prouver à tout le monde que j'étais pas dopé. Parce que les tests, ça coûte cher. Je voulais me faire tester à toutes les semaines. Puis j'étais le premier athlète à dire, prenez mon sang. Faites des tests sanguins, là. Je veux un commanditaire pour faire ces tests-là. C'était fou, là. Puis ça m'a suivi pendant des années. Je pourrais dire pendant au moins 4-5 ans. J'avais toujours le nuage gris, là. C'est comme, ah ouais, soupçon. C'était... Mais comment tu vis ça, toi, de l'intérieur? Parce que ça, puis tantôt, il y aura une période de questions, d'ailleurs, à la fin, puis je vous l'annonce tout de suite, on va dépasser le temps de cette conversation parce que j'ai trop de questions, mais il y aura bientôt une période de questions. Comment tu le vis, toi, de l'intérieur? Alors que tu es là, tu pédales, tu cherches des commanditaires, tu veux aller au jeu, tu veux prouver que tu es l'homme le plus rapide au monde ou un des plus rapides, puis tu as ce nuage-là, puis personne dans le public le voit puis le comprend. Tu es un peu tout seul là-dedans. Comment tu le vis? J'étais tout seul. Pendant des années, c'était tough. J'allais dans les compétitions, puis en plus, tu le vois, les gens qui se transforment. Tu vois tes compétiteurs, là, moi, je les voyais sur le terrain. Là. Je vois un athlète qui veut la même chose que moi. Puis là, je le revois, on va dire 2 mois plus tard. Transformation totale, performance, tout, il fait ses affaires. Là, je faisais des déclarations dans les journaux. C'est pas juste. Je cours contre des robots, c'est pas juste. Mais là, quand j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif qui m'a beaucoup aidé, à partir de là, il me dit, Bruni, est-ce que tu as le contrôle des gens qui vont tricher? J'ai dit non, j'ai pas le contrôle, mais il dit arrête. Il dit à partir de maintenant, là, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Je veux que tu fasses ça. Puis je veux que tu fasses ça. Parce que j'entendais toutes sortes de trucs, toutes sortes que les athlètes font, whatever. Il dit maintenant, je veux que tu te concentres sur ton couloir. Tu as ta ligne de départ, ta ligne d'arrivée, c'est tout. C'est ça qui m'a permis de passer à travers. Parce que sinon, tu peux pas. Parce qu'il y en a eu d'autres athlètes, puis c'est drôle ce que tu me dis, ça me fait penser à Pierre Harvey qui me disait exactement la même chose par rapport aux compétitions. Il disait, championnat du monde, je battais tout le monde, ça allait bien. J'arrivais aux Olympiques, celui qui avait fini 5, 6e, gagnait la médaille. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Puis c'est drôle parce que Alex Harvey, je l'ai vu à Pyeongchang, puis ça m'avait brisé le cœur. Il était en finale, je ne me rappelle pas de la distance, puis il y avait les athlètes russes étaient bannis, ils compétitionnaient sous drapeau neutre, puis il s'était dépêché, mais vraiment, il ne pouvait pas finir 3e, mais il s'était arrangé pour finir 4e, il avait fait un dépassement, il est arrivé 4e. Je me rappelle, on lui a posé la question, Alex, tu t'as vraiment tout donné pour finir 4e, genre un peu pourquoi, puis il avait répondu, you never know, on ne sait jamais. Ça m'avait vraiment marqué. Puis il m'a dit juste au cas où. Ben, c'est ça. Parce qu'il y avait 2 athlètes russes qui avaient terminé 2e et 3e avant lui. Cette frustration-là, elle t'a suivi pendant un bout de ta carrière. Tu as recroisé Ben Johnson qui a encore perdu, disons, la faveur du public avec un autre contrôle. Mais il y a d'autres athlètes aussi contre qui tu as compétitionné qui ont été pris pour dopage. Comment tu l'as vécu par la suite? À travers ta carrière, toutes ces histoires de dopage, alors que toi, comme ta mère te l'a dit, tu t'es toujours dit, il n'y a pas de raccourci, et tu ne peux pas tricher. Ben moi, c'est ça qui m'a tenu, les valeurs. Puis quelque chose que je me suis dit qui m'a fait jeter de ma chaise, c'était après l'histoire de Ben. Justement, au Canada, il y a eu le inquiry, Dobbin, l'enquête Dobbin, et puis tout ça. Puis aux États-Unis, on fait un sondage. Et on posait la question aux athlètes, différents sports. On dit que, admettons qu'on vous donne la formule magique, les produits dopants. Là, vous gagnez les Olympiques, vous êtes la gloire, vous avez l'argent, mais dans 4-5 ans, là, pouf, risque total que vous n'êtes plus là. La majorité des athlètes ont dit, on y va. Oui, puis c'est une majorité écrasante, là. C'est même pas proche, là. Majorité écrasante. C'est comme, oh my God, c'est fou. Donc, c'est juste, c'est quoi vos valeurs? Je sais pertinemment que si j'avais pas ces valeurs-là, que je me suis dit, ben écoute, pas grave, je prends un risque. Puis si je me fais prendre, whatever,
Puis si je ne m'avais pas fait prendre whatever, tu te dis, ben écoute, j'aurais gagné beaucoup plus de médailles, là. Puis j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, là. Mais est-ce que j'aurais pu me regarder dans un miroir aussi? J'aurais pas été capable. Un moment donné, j'ai eu un ami. Mais tu serais pas là aujourd'hui, en tout cas, avec nous? Je serais pas là. C'est sûr que je serais pas là. Un ami, un moment donné, qu'on est dans une soirée, on sort entre boys, il est un peu pompette. Puis là, il me dit, Bruni, dis-moi les dons. Là, j'étais comme, yo, de quoi? Dis-moi les dons, quoi? Ah ouais, dis-moi les dons, on est juste nous deux, là, dis-moi les dons. Là, je suis comme, yo, de quoi tu parles, là? Il dit, t'as-tu pris? Il dit, moi, je l'aurais pris. Je dis, quoi? Il dit, on parle-tu de qu'est-ce qu'on parle, là? Il dit, ben oui. Il dit, wow! Combien d'argent que tu aurais voulu faire avec ça? 5 millions? 10 millions? OK. Tu as 10 millions. Tu as 2 jeunes belles filles. Tu dis quoi à tes filles? Là, tu t'es fait prendre, là. Là, tu es un tricheur, tu as triché. Tu dis quoi à tes filles? Tu as l'argent, là. Tu dis quoi à tes filles? Vas-y. Il me dit, shit, ouais. Tu as raison. Ta famille a toujours été super importante. Bianel a toujours été là avec toi. Elle a été ton agente aussi, elle a été ton soutien. À quel point, justement, tes filles, tes valeurs familiales t'ont aidé à rester propre, mais aussi à te remettre des moments difficiles puis à atteindre des objectifs? Parce qu'on va en parler tantôt. Je veux qu'on revienne sur Atlanta puis je veux qu'on revienne aussi sur tes temps records à ce moment-là. À quel point ça t'a aidé puis ça t'a propulsé vers l'avant? Moi, ça a été mon équilibre. Ça a toujours été ça. J'ai dit, écoute, le sport, oui, de grands objectifs, mais il y a aussi la vie. Puis j'ai toujours fait la part des choses. Moi, quand je suis à l'entraînement, je suis à 100% comme à l'entraînement, je suis là. Dès que j'arrive chez moi, avec quand j'ai eu les filles, tout ça, c'était le papa, c'était le mari, l'athlète était complètement séparé. C'était vraiment ça. Puis moi, c'est ça qui m'a permis justement de rester, ma conjointe, de rester grounded aussi. Si tu me dis les meilleures réussites, moi, c'est le côté familial. Aujourd'hui, je vois mes 2 filles épanouies, super belle famille, en santé. Moi, c'est ça ma plus grande réussite, là. C'est sûr et certain. Au-delà des médailles. Au-delà des médailles. On a parlé de Séoul, c'était vraiment difficile. Là, 92, Barcelone. Et là, t'es... Je veux dire, vraiment sur une lancée, sur une montée. Là, tu cours 100% du temps, tu es devenu un sprinter. Ça a été un moment joyeux pour toi, mais ça aurait pu être mieux aussi. Là. Raconte-moi rapidement comment ça s'est passé pour toi, ces Jeux-là, à 92 à Barcelone, parce que moi, ça m'a marqué beaucoup avant, bien sûr, Atlanta, ta 4e place. Ça a été tout un moment, une fierté, mais en même temps, il manquait quelque chose. Là. Ouais, c'est ça, si proche, mais si loin en même temps. Oui, c'est exactement. Ça, c'est une autre chose que je partage, j'aime partager aux gens aussi. Ça, c'est une fois que c'est comme, mon expression, c'est comme, je me suis fait avoir par la perception des autres. Parce que mon objectif à moi, avec ces quelques années d'expérience, moi, je me voyais à Barcelone, aux Jeux olympiques, la première fois que j'allais participer aux Jeux olympiques comme sprinter, je me disais, top 5. Je fais la finale, moi, j'ai arrivé 5e. Mais là, quand je fais les entrevues, par exemple, avec les journalistes, vous savez, on va aux Jeux olympiques, je leur dis ça, je vais arriver top 5. Je vois leur réaction, c'était comme, ah ouais, top 5? J'ai vu le doute à travers les gens, à travers le body language. J'arrive au jeu. Moi, je suis un gars qui est très curieux. Je marche, on va une tabagie. Oui, aux Jeux olympiques, il y a toujours des prédictions. C'est qui va être les finalistes, les médaillés, ainsi de suite. Combien de médailles le Canada va avoir, ainsi de suite. J'achète tous les journaux. Puis je me rends à l'hôtel. Je commence à lire. Premier journal. Je vois les Américains, les Nigériens, Linford Christie, Bruni Surin, pas là. Là, le premier journal, je dis, bref, ils sont pas bons, eux autres. Là, je prends un autre journal, je lis, écoute, je suis nulle part. Ça, c'est les prédictions, là. Les top journalistes, je suis nulle part. À la télévision, pas de Bruni Surin. Là, je me suis dit à moi, écoute, peut-être que j'exagère. J'exagère. Je ne suis pas rendu là. C'est correct. Je pars avec ce mindset-là. Je ne suis pas assez fort. Je me rends
en finale, finalement. Je suis dans le couloir numéro 1. Là, je regarde les 7 autres sprinteurs. Qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas supposé d'être là. Parce que la société, les gens, les spécialistes ne me voyaient pas là. Fait que moi, j'ai cru à ça. Je ne me voyais pas là. Pendant ma course, là, ma perception, c'est comme on part, puis tout le monde, je dois manger de la poussière, tout le monde est en avant, moi, je vais être en arrière. Je commence à courir, je suis dans le couloir numéro 1. Dans mon champ de vision, je vois personne. À 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres. Et ça se peut pas. Je continue à courir. 50 mètres, il n'y a personne. Je termine 4e. Là, j'étais tellement en colère, mais contre moi-même. Cette fois-là, je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais laisser les trucs de l'extérieur qui vont me dire, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Puis c'est tout de suite après ça que j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif. C'est pour ça que moi, quand je parle surtout aux jeunes, je leur dis, écoutez là, qu'est-ce que vous avez ici? Ça vous appartient. Laissez jamais le monde extérieur, les choses négatives ou quoi que ce soit, vous dire que vous n'êtes pas capable. Parce que, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des jeunes à l'école qui se font dire qu'ils ne sont pas bons. Il y a des jeunes à l'école qui se font dire impossible. Sois réaliste. Et malheureusement, il y en a qui prennent ce message-là et qui se disent c'est vrai que c'est impossible. Non. Moi, je me fais un devoir. Quand je les vois là, je te dis, guys, allez-y. Il n'y a rien qui est impossible. Ça, je le crois à 200%. Parce qu'à ce jour, Bruni, je veux que tu le saches, c'est la première fois que je vais te le dire, j'étais tellement déçu. T'aurais pu gagner. J'aurais pu gagner, mais c'est ça. C'est comme, moi, tout ça, là, je le prends comme expérience de vie. Tu sais, je dis je regarde cette course-là, je dis, mais pourquoi j'ai regardé à droite? Pourquoi j'ai écouté les gens, les gars? C'est fait. Puis des fois, les gens me disent, est-ce que tu aurais voulu recommencer, si tu avais quelque chose à recommencer dans ta carrière, tout ça? Moi, je dis, c'est une leçon de vie. Heureusement, tu as eu 2 autres jeux par la suite. Sydney, ça s'est pas passé comme tu voulais. Tu nous l'as raconté un petit peu plus tôt. Mais Atlanta, 96. Tu nous as parlé de ta déception. Là, il faut revoir cette séquence-là. Puis je veux qu'on la voie 2 fois. La première fois, je veux juste qu'on la voie, pas de son, qu'on voit juste, qu'on vive l'émotion. Et ensuite, je veux que tu nous racontes cette course-là à ta manière. Puis comment tu l'as vécu de l'intérieur. On va regarder cette course-là tout de suite ensemble. Atlanta en 96. Je pensais qu'on avait le son de la foule, on l'a pas, mais on a quand même les images. Comment? Ouais, mais écoutez, c'est ça. J'ai dit pas de son, mais je voulais pas de son parce qu'on n'avait pas de description. Mais on a la course. Là, on est au 2e. Et là, toi, tu arrives ici. Tu donnes le relais à Donovan Bailey qui va remporter cette médaille d'or-là. À ce moment-là, quand vous avez gagné, et là, on va l'arrêter parce que je veux qu'on la reprenne puis que tu nous la commentes. Ouais. Tu nous dis juste, à ce moment-là, quand vous avez gagné, quelle émotion t'habitait après avoir raté ta qualification à toi pour la finale? Ah, j'étais sur un nuage. Ouais. J'étais sur un nuage. J'étais comme, oh my God, c'est le rêve, là. Ben, il est là. On le vit là. Puis on faisait notre tour d'honneur. Puis nous autres, on était là. Puis tu voyais la foule, c'est comme qui nous disait, c'est qui ces gars-là? Parce que NBC, là, j'écoutais un autre reportage, mais du côté américain, NBC disait littéralement, allez samedi soir voir
l'équipe américaine gagner la médaille d'or. Donc, les gens qui allaient au spectacle, au stade, là, ils allaient voir le relais 4 fois 100 mètres, USA, gagner. Le coach USA. Un moment donné, on était dans la maison, on écoutait les reportages. Le coach de l'équipe américaine qui disait « The gold medal, it's already in the pocket. » La médaille d'or, c'est déjà dans notre poche. Nous autres, on regardait ça et on dit « Vous êtes malades. » C'est fou, là. Mais nous autres, notre mindset aussi, c'était comme, malgré que les Américains, les 18 derniers Jeux olympiques, ils ont gagné 14 fois, tous ces gars-là courent en dessous de 10 secondes au 100 mètres. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on a là? On est unis. Nous autres, qu'est-ce qu'on a? On a notre esprit d'équipe, puis on va leur montrer qu'avec ça, malgré tous leurs records individuels, on est capable de les battre. C'est exactement ce qu'on a. Ça, c'est le mindset avant la course. On va la revoir, puis je veux que tu me la commentes. Maintenant, cette course-là, parce que tu commentes maintenant à Radio-Can. Donc, je veux que tu me commentes la course. On va la repartir. Okay. Moment hystérique, on entend presque rien. Mais dès le départ, écoute, la foule, c'est comme tu entends, c'est USA, tu vois des drapeaux américains partout. Mais là, moi, de ma position, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on est premier? Est-ce qu'on est deuxième? Là, quand Glenroy arrive devant moi, on a 8 coureurs, j'ai 8 coureurs devant moi. Fait que j'ai aucune idée quelle position qu'on est, mais je me concentre juste sur sa voix qui me dit, hop, je tends la main en arrière sans regarder. Dans la courbe, écoute, j'avais une rage vraiment incroyable. Et là, au moment de donner à Donovan, je regarde un peu à ma gauche, je vois pas les Américains. C'est pour ça que j'ai levé les bras. J'étais tellement motivé. Je savais. J'étais tellement motivé, je voulais courir encore avec Donovan. Je voulais faire notre 200 mètres. Puis Donovan, par la suite, s'est excusé à vous. Explique-nous pourquoi. Ben écoute, on était tellement... Écoute, notre communication aussi était tellement forte. C'est qu'on a vu Donovan ralentir à la fin parce qu'il a comme levé le bras dans les airs. Là, j'étais comme, on a vu le temps, 37-69. Là, j'étais comme, I'm sorry, guys. On a tout de suite compris les 4. Parce que s'il avait continué sa course vraiment jusqu'au bout, faute en faisant ça aussi à la fin, le torse, peut-être qu'on aurait pu battre le record du monde. Mais nous, tout ce qu'on voulait, là, c'était de gagner. Et non seulement de gagner, on voulait les humilier. Puis visiblement, ça a marché. Avant de montrer une autre de tes courses, la fois où tu as couru 9,89, qui était ton meilleur temps à ce moment-là, je veux qu'on parle un peu de ta relation avec Donovan Bailey, parce que Francine, qui a organisé l'événement, elle m'a envoyé 2 livres. Elle m'a envoyé ton livre, que j'ai lu, puis je l'ai fini tantôt parce que c'était trop intéressant. J'ai pris ce que j'avais besoin au début, puis après ça, je suis reparti du début, puis j'ai lu au complet. Puis, j'ai lu aussi la biographie de Donovan Bailey, puis j'ai comparé les deux, puis je me suis rendu compte que vous avez une relation un peu compliquée. Ouais. Ah, tu veux que j'élabore? Ah oui. Non, mais je peux mettre en contexte, si tu veux. C'est que, grosso modo, je veux dire, de mon point de vue, d'où ça part, de l'extérieur. Moi, je lis la biographie de Donovan Bailey, puis je suis comme, mon Dieu, il est un peu dur avec Bruni Surin, avec qui il a gagné justement le 4 fois 100 mètres à Atlanta. Je sens qu'il y a une rivalité qui est restée encore. Je comprends qu'il y a une rivalité sur la piste, mais je sens pas de ta part la même rivalité aujourd'hui avec le recul. Mais moi, j'ai toujours eu le côté rivalité. Puis c'est pas à cause qu'on on veut la même chose que je vais te vouloir du mal. On peut arriver dans une compétition. D'ailleurs, puisqu'on parle de ma relation avec Donovan, je me rappelle la première fois que Donovan montait, j'étais champion canadien, et que la première fois que Donovan me bat sur un 100 mètres, je l'invitais à prendre une bière après et on soupait ensemble. Sous le coup, c'est sûr que je voulais gagner. Mais j'écoute, tu as gagné. La prochaine, je vais vouloir gagner. C'est ça la compétition. Compétition saine. Et quand je parlais avec mes amis à Montréal, je disais, ah ouais, telle affaire, OK, comment ça a été la compétition, tout ça. Puis je dis, j'étais prendre une bière avec Donovan, on a soupé ensemble. Ils disaient, t'es malade. Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Yo, mais c'est ton compétiteur. Je dis, ouais, mais c'est mon compétiteur sur la piste.
Moi, comme je dis, comme au début, c'est comme il y a la compétition et il y a la vie. C'est pas à cause de ça que ça va nous empêcher de... Mais sauf qu'il y a des gens, puis il n'est pas le seul, il y a plusieurs autres personnes que la compétition, c'est partout. Je me rappelle même à un moment donné, j'étais chez Nike, mon commanditaire, puis j'avais un autre Américain qui était mon compétiteur. On est chez Nike, on n'est même pas en compétition. Puis il me voit arriver, puis il commençait à marcher comme... comme si on allait faire une compétition, là. J'étais comme, yo, t'es sérieux, là? C'est ça. Puis oui, c'est vrai qu'il a gardé une certaine... le côté compétition, même après la carrière, que je trouve vraiment ridicule et tout ça. Mais comme... Je veux dire que chacun a sa personnalité, puis... Heureusement, ça s'est réparé un peu avec le temps, parce que vous avez eu un froid, même entraîneur, même agent... même sport aussi. Puis ça a été tendu, mais ça s'est réparé vers la fin de vos carrières respectives. Oui, ça s'est réparé, mais c'est sûr que, comme des fois, je me dis, oui, il y a des choses qui se réparent, il y a des choses que tu dis, excuse, pardon, whatever, mais des fois, il y a des blessures aussi qui sont tellement profondes aussi. Des fois, ça peut prendre du temps à réparer, puis des fois, il y a toujours un petit quelque chose. Je trouve ça dommage, mais gars. Il t'a battu. Tu l'as battu par la suite. Tu as réussi, j'essaie de me rappeler, c'est pas à Séville, le 9,89. Raconte-moi ce temps-là, parce que c'est cette course-là qu'on a à l'écran. Puis après, je veux que tu nous parles aussi de ton 9,84, record canadien ex-aequo avec Donovan Bailey, justement. Je pense qu'on le dit pas assez, parce qu'on parle beaucoup du record de Donovan, du 9,84. Mais on dirait qu'on a comme oublié qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'a, ce record-là. Là. Ouais. Ben, la première fois, j'ai fait 9,80... Ben, c'était au championnat canadien, j'ai fait 9,89. Dans le fond, mais toutes ces expériences-là, c'est ça que je dis aussi aux gens. Des fois, sortir de sa zone de confort. Des fois, toujours essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'était après que j'ai gagné plusieurs championnats du monde, que j'étais champion du monde, champion olympique et tout ça. Puis je me disais, écoute... Il y a quelque chose, une information, une technique que je dois aller chercher. Puis Donovan s'entraînait au Texas, à Austin. Et son entraîneur, Dan Pfaff, que je connaissais déjà depuis dans le temps que je faisais la compétition, mais je n'avais jamais eu l'idée d'aller m'entraîner avec lui. Fait que là, il y avait un super bon groupe d'athlètes là-bas. Et j'ai appelé l'entraîneur. J'ai dit, est-ce que je peux venir m'entraîner? Fait que là, il dit oui. Je vais au Texas, Austin. C'est là que... Dès le premier entraînement, je cours comme je courais d'habitude. Et là, il m'arrête. Puis il me dit, what are you doing? You suck. Tu avais déjà été champion. J'avais déjà été champion, tout ça. Là. Fait que là, c'est là qu'il m'apprend la bonne façon, la technique, la biomécanique, et ainsi de suite. Il me dit, si tu fais confiance à ça, écoute, les championnats canadiens qui vont être dans 5 semaines plus tard, tu cours 9,89. J'ai décidé de l'écouter. J'ai changé ma technique. Je suis retourné à Montréal, je parlais avec mon entraîneur était d'accord, on change notre technique, on essaye ça. 5 semaines après, à Montréal. 5 semaines après, à Montréal. Hein? Pas pire, hein? Pour quelqu'un qui n'avait aucune idée où on s'en allait tantôt. Maintenant, tu sais le programme, on va aller voir ça chez toi, à Montréal. Championnat canadien. Et là, on a du son. Et ça a l'air tellement facile, Brûlé. Ouais, ça mérite. Écoute, je regarde Donovan Bailey là-dessus. Il avait déjà gagné à cette époque-là. Là, on était en quelle année? On était en 98. 18, c'est ça. Donc, il avait déjà gagné à Atlanta et les Olympiques, c'est ça. On est 2 ans plus tard. Puis, tu as eu ta déception. Ça a été difficile. 97, ça a été une super bonne année pour toi. Et là, tu arrives en 98 et tu le bats. Et on le voyait, il donnait tout ce qu'il avait, là. Puis toi, t'as l'air de flotter vers... À quel point... Je sais que t'es pas comme ça, mais à quel point ça a dû être satisfaisant pour toi de redevenir champion canadien puis de dire, là, je l'ai eu, là. Mais écoute, c'est tellement un sentiment, c'est fou. Puis là, j'étais tellement focus, t'étais tellement concentré, t'as tellement répété et répété à tes entraînements. Là, au Centre Robillard, c'était full. Les gens criaient. Mais moi, j'avais mon couloir. On dirait que j'étais dans un autre monde. J'entendais rien. Ça va vite,
Mais en même temps, il y a tellement d'informations qui arrivent, on dirait que c'était en slow motion en même temps. Puis toute la course, je sentais toutes les sensations que j'avais avec mon entraîneur au Texas, qui me disait, ben écoute, le premier 10 mètres, tu restes plus penché jusqu'à 30 mètres. C'est là que tu te relèves tranquillement. Là, je sais exactement mes sensations. Mon genou est supposé être à tel angle et tout ça. C'est un automatisme qui vient, mais puis quand tu atteins ça, c'est comme, oh my God, c'est vraiment là. Là, tu étais au sommet de ton art, mais tu étais encore plus loin. Puis ça a rapport avec la pièce que tu laisses ici, au Musée de l'histoire canadien. On n'a pas les images, malheureusement, mais avec la façon que tu racontes la course, raconte-nous comment le processus à travers lequel tu es passé pour arriver à ton record personnel, record canadien de 9,84. Mais ça, le 9,84, croyez-le ou non, ça m'a pris 2 heures réaliser c'était quoi réellement. Parce que je termine la course à CVI à 32 ans. Mais raconte-nous la course. Comment ça s'est passé, le build-up jusque-là? Parce que, tu sais, arrivé à 32 ans, tu étais vers la fin de ta carrière. Là, ça allait bien, tu étais rendu à ton pic, mais tu en as plus derrière toi qu'en avant. On s'entend, là? Oui. Puis tu arrives à faire encore ta meilleure performance. Ouais. Comment tu arrives là? Ben, deep down, je le savais. C'est ça, l'affaire, c'est que deep down, tu le sais. Mais de l'extérieur, qu'est-ce que j'avais de l'extérieur? OK, ben Bruni, OK, on a gagné la médaille d'or. Bruni a 29 ans. Là, l'année d'après, ben Bruni a 30 ans. Quand est-ce qu'il prend sa retraite? Puis c'était écrit dans les journaux, là. C'était pas juste un chum où t'as entendu dire, c'est partout, là. Bruni a 30 ans, qu'est-ce qu'il attend pour prendre sa retraite? Mais deep down, je sais que c'est pas terminé. Fait que là, à 32 ans, je me retrouve à CVI, en finale. Écoute, je flottais. Littéralement, là, je flottais. C'était comme si j'étais dans un autre monde. Là, je vois, OK, j'arrive deuxième photo finish avec l'Américain Maurice Green, près du record du monde, 9,84. Great. Là, je suis comme ailleurs. Je fais les entrevues à travers les journalistes, à travers le monde. C'est le fun. Mon commanditaire Nike est là. Ma conjointe est là. Mon meilleur ami est là. Écoute, life is great. Là, après tout ça, tous les médaillés, automatiquement, on se fait tester. Là, je me retrouve dans une salle. Ma conjointe est à côté de moi. Je suis là. Je suis comme, oh my God, je suis devenu un des hommes les plus rapides au monde. Nanana. Puis là, à un moment donné, tac, il y a un film. Le petit Surin à 17 ans, quartier Saint-Michel, qui n'a pas une scène, qui regarde Carl Lewis, qui veut être comme lui. Et qui dit à la société, moi, je vais être comme Carl Lewis, un jour, je vais courir plus vite que lui. Puis la société qui lui dit, hé, mon petit gars, tranquille, sois réaliste, mon petit gars. C'est impossible, mon petit gars. T'as pas d'argent, mon petit gars. Oublie ton rêve. Et le film qui s'est terminé par mon premier entraîneur, Daniel Saint-Hilaire, qui venait me voir depuis le secondaire 1, qui m'a donné une citation que je vous ai présentée au début de la vidéo. The me I see is the me I'll be. Là, je réalise, oh my God, hey, je suis plus rapide. Je suis plus rapide que Carl Lewis. Oh my God. Je vous le jure, là. Écoute, j'étais littéralement comme ça. J'étais comme ça. Je shakeais. Là, on est à CVI, il fait comme genre 32 degrés. Mon corps, là, j'avais froid. Je mettais un autre chandail. Mon corps, là, je pensais que j'allais tomber malade. Ça. Je dis, hey, my God, c'est capoté. Le petit cul de Saint-Michel, qui vient de courir plus vite que Carl Lewis. Puis là, après ces histoires-là, je me dis, hey, Bruni, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Ton histoire, là, avec toute humilité, tes médailles, tu fais quoi avec ça? Bien, c'est ça que je suis en train de faire. C'est ça qu'on est en train de faire. Chacun ici, là, vous avez vos rêves à vous. Vous avez vos objectifs à vous. Quand je vais dans les écoles, je leur dis la même affaire. Quand je vais en entreprise, je leur dis la même affaire. Guys, go! Quand je vois un élève, admettons, qui me dit, mais moi, M. Surin, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue canadienne de football, mais je sais que je ne vais pas réussir. Je sais exactement
d'où ça vient. Mais je sais que je ne vais pas réussir. Je fais l'innocent. Hé, mon petit gars, pourquoi tu dis, mais tu sais que tu ne vas pas réussir? Ben, c'est parce que c'est ça qu'on m'a dit. C'est ça qu'on m'a dit. Et lui, il l'a pris, il l'a accepté. Je suis pas assez bon. Comment vous voulez maintenant, ce petit gars-là, là, à chaque fois qu'il va aller à l'entraînement, qu'il va se défoncer, il va se donner parce qu'il sait qu'il ne va pas réussir? Une fois, à un moment donné, à une conférence, quelqu'un qui me dit, mais Bruni, ça sert à quoi de faire ces efforts-là, sachant qu'on ne va pas réussir? Je lui dis, mais vous venez de réaliser, qu'est-ce que vous venez de dire? Donc, vous conditionnez à ne pas réussir. Parce qu'il y a quelque chose qui dit aussi que vous croyez que vous allez réussir ou que vous croyez que vous n'allez pas réussir. Les deux, vous avez raison. C'est à vous de choisir. C'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est pas des théories. Hein? C'est vraiment pas des théories. Puis je veux juste faire un petit parallèle par rapport à ça, permets-moi. Hey, c'est quoi, ça s'appelle une soirée avec Bruni Surin, pas avec Mika Guerrier. Tu fais ce que tu veux. Vous savez, quand je dis aux gens aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de le dire, vos objectifs, vos rêves, whatever. Tu sais, des fois, on est gêné, whatever. Écoute, moi, je suis le gars le plus gêné quand j'étais au secondaire, là. Fait que je suis habitué avec ça. De le dire. Après Usain Bolt, que vous connaissez tous, les jeunes avec le truc Usain Bolt, whatever. Puis savez-vous qu'avant les Jeux, première fois en 2008, des mois avant les Jeux olympiques, qu'il l'a dit ouvertement, puis qu'il l'a dit à tout le monde, qu'il l'a dit à la société, I'm going to run 9.6. Moi, je vais courir 9.6. Beaucoup de gens riaient. Beaucoup de gens disaient que c'est impossible. D'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit la nouvelle génération va courir 9.6. Le record du monde était 9.79. On va l'agrandir à 9.8. J'ai dit la nouvelle génération va courir 9.6. C'est 2 dixièmes au 100 mètres, c'est énorme. Énorme. J'ai dit, les jeunes, là, ils vont le faire. Bruni, t'es fou. Une année plus tard, 2003, j'étais à Sherbrooke. Il y a les Jeux championnat du monde de jeunesse. Là, on commence à entendre sur le terrain, hey, il y a un petit jeune en Jamaïque. Usain Bolt, ça a l'air qui est pas pire. Là, je suis comme, OK, on attend le nom. Là, je me rends à Sherbrooke. Je travaille pour Radio-Canada. Et Radio-Canada me dit, ben Bruni, assure-toi de faire une entrevue avec le Usain Bolt. On veut l'avoir dans nos archives. Je fais une entrevue avec le jeune. Je vois le jeune devant moi. Quand il vient de gagner le 200 mètres, 6 pieds 5. Ouf! Moi, je fais 5 pieds 11, juste pour vous mettre en perspective. Il y a mon micro, là, je le prenais, puis je le montais comme ça. C'est comme, c'est fou. Après l'entrevue, savez-vous qu'est-ce que j'ai dit? Après l'entrevue, la première fois live que je vois Usain Bolt, j'ai dit, moi, là, lui, je lui donne 5 ans. Puis il va détruire le record du monde, il va courir 9.6, je le vois. Encore une fois, Bruni est fou. Ben, je m'en rappelle, moi, parce que je me rappelle que t'étais un des seuls à le croire, puis j'étais là, oh my God, 9.6. Ouais. Puis c'était déjà extraordinaire. Puis je vous rappelle, quand Ben Johnson avait été pris pour dopage, c'était 9,80... 9,79, c'est ça. Puis ça m'était marqué justement le 9,79 pour ça, parce que le record du monde était devenu, des années plus tard, 9,79. J'ai dit, mon Dieu, ça a pris tout ce temps-là pour qu'on se rende là. Puis là, en moins de temps, on pourrait passer à 9,6. J'étais là, mon Dieu, c'est incroyable. Je me rappelle, je trouvais, disons, un peu audacieux de penser ça. Puis finalement, tu as eu raison. Il me l'avoue ce soir. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'était quand même c'était très audacieux de penser ça. Là, bientôt, dans quelques instants, il va y avoir la période de questions, Bruni. Mais je veux absolument parler, parce qu'il y a eu ta carrière, tu as parlé un peu de ton après-carrière, comment tu as essayé de redonner à la société. Tu as redonné beaucoup au sport. Et cette année, pour moi, l'année passée, en fait, en 2024, moi, je peux te dire, enfin, que j'ai été au même jeu que Bruni Surin. 2024, à Paris, j'ai participé au jeu, puis je ne l'ai jamais dit, puis sais-tu quoi? Je l'ai réalisé dernièrement en préparant justement notre entretien. Moi, mon rêve, c'était, depuis Séoul, d'aller une fois aux Jeux d'hiver, une fois aux Jeux d'été. J'ai été aux Jeux d'hiver en 2018 avec Radio-Canada à Pyeongchang, l'expérience d'une vie.
Je devais aller à Tokyo, ça n'a pas fonctionné à cause de ce qu'on sait. J'ai changé d'emploi, je me ramasse chez Bell Media. Finalement, je réussis à aller à Paris. Et là, je réalise dernièrement, hey, j'ai été à Paris, ça a vraiment bien fonctionné, c'était fou. Puis je t'ai croisé là-bas, puis j'ai réalisé, j'ai fait, hey, j'étais là-bas, puis Bruni Surin était chef de mission. Tu sais, je me rappelle quand tu avais été nommé chef de mission, j'étais vraiment fier, vraiment content pour toi. On s'était parlé, on s'était croisés. J'étais vraiment content. Puis moi, je n'avais pas encore l'idée d'y aller. Finalement, je vais là-bas. On s'est croisés là-bas et tout. Puis je me dis, OK, si moi, comme chroniqueur sportif, je me retrouve là-bas, je suis vraiment fier de moi. C'est un moment vraiment important de ma carrière. Toi, comme ancien athlète, tu as pris ta retraite, tu redonnes au sport, tu redonnes à la communauté, tu te lances en affaires, tu as plusieurs défis. Où est-ce que ça se classe maintenant dans ta vie? Est-ce que c'est un objectif, premièrement? Et deuxièmement, où est-ce que ça se classe dans ta carrière? Oui, c'était un objectif. Ça fait plusieurs Jeux olympiques déjà que je voulais être chef de mission. Puis ça, je l'avais dit ouvertement aussi. Puis ça, c'est un autre exemple que quand je parle de persévérance. Parce que la première fois que j'ai fait une entrevue avec le Comité olympique canadien pour être chef de mission, c'était en 2010. Mais on dirait qu'on n'y croyait pas. Comme on dit, oui, on entendait, mais il y avait tellement d'autres mondes. Le Canada, c'est un grand pays. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont remporté des médailles. Il y en a beaucoup qui pourraient faire ça. Ouais. Mais on dirait que tu n'étais pas dans l'eau de la liste jamais. Tu n'étais jamais dans les 3 finalistes. Persévérance? Oui. Persévérance. La première fois, Bruni, c'est pas toi, c'est Mark Tewksbury. Mark Tewksbury, great athlete. Pardon. Natation, c'est un ami, je le connais, tout le monde le connaît. C'est comme très bon choix. Là, après ça, 4 ans plus tard, Bruni, c'est pas toi, mais c'est un autre great athlete. On a tellement, comme tu dis, de très bons ambassadeurs. Oui, j'étais frustré, mais en même temps, je comprenais. Mais je le voulais. Je continuais à faire mon petit chemin. Mais là, persévérance, 2024, ça pouvait pas tomber mieux. Paris, déjà pays francophone. Quand j'étais athlète, j'ai fait toutes les compétitions en France. Je connais plein d'amis là-bas. Je connais plein de gens du comité organisateur. Et en plus, pour moi, Paris, ça a été les meilleurs Jeux. C'est la 10e fois que j'allais aux Jeux olympiques. C'était le meilleur en termes d'installation, en termes de spectateurs, tout. Et là, je me retrouve comme chef de mission. Tu te dis, écoute, t'es comme le capitaine de l'équipe Canada. C'était comme, c'est fou. Puis je me rappelle, j'avais un speech, un discours avant la cérémonie d'ouverture. J'avais 5 minutes à parler aux athlètes. Je fais des conférences toutes les semaines, le gars, pas de problème. Mais j'avais 5 minutes à parler aux athlètes. Écoute, j'étais tellement nerveux. C'était fou. Parce qu'en même temps, tu te dis, écoute, c'est leur plus grosse compétition, là. Et comme chef de mission aussi, tu es là pour les pomper, là. Fait que le message, il faut que ça passe. Puis écoute, je pense que j'ai bien livré le message. Même André Degrosse est venu. Hey man, you talk so well, man. C'était fou. Puis je regarde, en général, nos athlètes nous ont tellement bien représentés. Non seulement les médailles, oui, 27 médailles dans 15 sports différents, mais la façon que nos athlètes se sont présentés sur le terrain pour représenter notre pays. Puis c'est ça le message que je leur envoyais tout le temps aussi. Je dis, chers athlètes, vous êtes là pour vous, vous avez vos objectifs, vous représentez non seulement vous, mais vous avez vos communautés, vos familles. Et ça, derrière, là, Canada, si vous faites quelque chose là-bas, là, c'est pas juste Canada, c'est pas juste vous, là, c'est ça, c'est nous que vous représentez. Puis à la fin aussi, je leur ai dit, vous êtes des ambassadeurs. Quand vous retournez chez vous, dans vos communautés, ainsi de suite, allez dans les écoles. Inspirez les jeunes aussi, parce que c'est eux, la relève, qui vont venir prendre votre place. Il y a un événement. Je sais que les Jeux, oui, tu parles des 27 médailles, moi aussi. Mais moi, il y a un moment que j'ai laissé tomber la réserve professionnelle pour crier, puis j'étais pas là, j'étais là vraiment comme... J'ai travaillé, mais cette course-là, il fallait que je sois là dans le stade. Je travaillais pas cette journée-là, mais je voulais être là, puis tout le monde a su que j'étais Canadien. Le 4 x 100 mètres. Dans le Stade de France. Puis il faut comprendre une chose, moi, puis on va terminer là-dessus, mais il faut que je l'explique parce que toi, tu l'as vécu plein de fois, mais dans la foule, le 100 mètres, c'était mon rêve, moi, de jeunesse, de voir le 100 mètres aux Olympiques, la discipline reine. Il y a une sainte trinité pour moi dans le sport. Aller au Super Bowl, aller à la finale de la Coupe du monde de soccer et la finale du 100 mètres. La finale du 100 mètres, que ce soit homme ou femme, que ce soit 4 x 100 ou individuel, juste avant, il y a un silence dans le stade. Imaginez un stade de 80 000 personnes. Là, il y en avait 70 à Paris dans le Stade de France. On vous demande le silence.
mais tout le monde est déjà en train de se taire. 70 000 personnes, on entend une mouche voler. Tout ce qu'on entendait, les 2 hélicoptères en haut qui filment. On entend l'officiel dire 7. Puis là, tout à coup, tu as les 8 fesses qui se lèvent dans les airs. Il y a un moment de tension incroyable. Le 100 mètres, ça avait déjà été extraordinaire, le 4x100, mais il n'y avait pas de Canadiens. Oui, j'ai vu Noah Lyles gagner. En plus, il y a eu un long délai parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer. Mais là, la finale du 4x100, il y a les Canadiens qui sont là. Puis évidemment, les Américains, on les surveille, les Jamaïcains comme d'habitude. 7, les fesses se lèvent. Pow, ça part. Le stade se lève. Le bruit, j'en parle, j'en ai des frissons. Et là, moi, je vois, et je sais que tu es là, on s'est croisés quelques fois, je sais que tu es là pour la description avec Radio-Canada. Je vois les Américains, puis je suis comme, c'est fini, ils sont pas là. Je pense que le premier relais était mauvais. Là, je me dis, OK, on oublie les Américains. Je regarde, puis le 4x100 mètres, je sais pas si vous comprenez, mais vu qu'on fait presque le tour complet du stade, ou la moitié, on ne sait pas exactement où sont les athlètes, un par rapport à l'autre, avant d'arriver au dernier relais. Et là, je vois premier relais, OK, ça va pas pire, les Américains, on oublie, les Canadiens, pas. Deuxième relais, OK. Troisième relais, OK, là, il se passe quelque chose. Là. On prend le dernier virage avant de remettre à André de Grasse. Et là, je le vois, il est meneur aux 100 mètres. Il file vers la ligne d'arrivée. Alors que les Canadiens, là, c'est pas des bons jeux là, en athlétisme, ou du moins aux 100 mètres. Et là, je le vois, André de Grasse qui s'en vient, qui va gagner le 100 mètres. La première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Parce que je savais que tu étais là, je savais exactement où tu étais assis. On s'était croisés la veille. Tu m'avais demandé, tu vas être là? Je suis comme, ben oui, je vais être là. Puis on était vraiment dedans les deux, sans être non plus particulièrement enthousiaste. Et là, il va gagner le 100 mètres. Puis la dernière fois que le 100 mètres était gagné, c'est presque 30 ans avant, 28 ans avant, à Atlanta. Puis tu étais là. Puis cette fois-là, tu es dans le stade. Moi, j'étais vraiment excité. J'ai sauté partout, j'ai crié. Puis je me suis toujours demandé, parce que j'avais pas la télé, évidemment, j'étais dans le stade. Toi, comment tu l'as vécu sur place, ce moment historique-là? C'était fou. C'était surréel. Je me disais, ben écoute, la cerise sur le Sunday, pour moi, c'était ça. Que je regarde qu'on gagne. Puis là, je me dis, 28 ans plus tard, Atlanta, et que là, je me retrouve comme chef de mission. Si quelqu'un avait écrit un scénario pour dire, ah, Bruno, tu voulais être chef de mission, ben là, écoute, gars, tu vas être chef de mission à Paris, puis voici ce qui va se passer, puis tu sais quoi? Puis on va gagner le 4x100. Moi-même, j'aurais dit, peut-être que c'est un peu trop, là. Mais écoute, c'était ça, c'était fou. Puis moi, qu'est-ce qui m'a... écoute, j'ai tellement sauté, j'avais mal à la tête, écoute, c'était fou, là. Mais tout ça, l'histoire derrière ça, pour moi, c'était... On a parlé du côté individuel. André de Grasse, malheureusement, ne fait pas la finale. Ah, OK. Comme chef de mission aussi, comme toi. Je ne vois pas, OK, non, ça va pas. OK, let's go. La troupe, on a le 200 mètres. 200 mètres arrive, ça va pas bien. L'autre sprinter, Aaron Brown, ça va pas bien. Encore une fois, je suis chef de mission, moi, là. Écoute, Canada, let's go. J'ai envoyé un message au gars. Je dis, niveau individuel, là, c'est pas ce qu'on a souhaité. On s'entend. C'est correct. Mais n'oubliez pas, guys, là, on est dans un autre mindset. On s'en va en équipe. On a déjà fait des miracles dans le passé. Vous avez déjà fait des miracles dans le passé. On peut en faire un ici. Go. Le lendemain, quand Aaron Brown, j'étais assis à peu près à 80 mètres, quand Aaron Brown est passé pour s'installer, je suis sorti de ma zone de confort. Écoute, j'ai sauté Canada, Aaron Brown, let's go! Dès qu'il est parti comme une balle. Ouais. Écoute, c'était fou, là. Il est parti comme une balle. J'étais comme, oh my God, OK. Entre le premier et le deuxième, là, je me dis, on pourrait vraiment l'avoir. Là, j'étais content, là. Entre le deuxième et le troisième, je pense qu'on va l'avoir. Là, avec André de Grasse, écoute, je sautais. La morale de cette histoire, teamwork. Teamwork. Tu parlais des Américains tantôt. J'avais Eric Mans à côté de moi, du Comité olympique canadien. Je regardais les Américains.
J'ai dit, moi, je crois pas. Je crois pas à l'équipe. Pourtant, les tops au monde, là, individuels, lorsqu'on arrivé en équipe, avant de courir, je dis, j'y crois pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Américain passe pas. Jamaïque passe pas. Et Canada, on gagne la médaille d'or. Comment ça se fait? Le classement du meilleur Canadien en 2024, André Degrasse, savez-vous c'est combien qui est classé? Si on regarde les 29e. Mais quand on a ça ici, puis moi, c'est ça que je disais. Puis moi, mon intention aussi avec Équipe Canada, je voulais qu'on soit une équipe unie. 2 ans avant, Paris, j'allais sur le terrain. Vancouver, Halifax, Toronto, nanana, voir l'équipe. Natation, canoë-kayak, soccer, tout ça. Je dis, guys, one team. Quand je suis arrivé au village des athlètes, notre équipe, là, c'est ça que je voyais. On était une équipe. C'est ça que j'ai dit aux athlètes à la fin. Je suis tellement fier de vous. C'était malade. Là. Puis mon expérience à Paris, moi, je me dis, écoute, c'est un cadeau du ciel. Et ça reste là. C'est fou. Ouais. Bruni, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est pas fini, par contre, parce qu'on va prendre quelques minutes pour prendre vos questions, si vous le désirez bien. Est-ce qu'on a un micro? Je n'ai pas pensé demander tantôt. Ou pire, oui, on a un micro. Parfait. Super. Et oui, merci. Merci beaucoup, parce que ça, c'est pour vous encourager à venir poser des questions. Bruni a amené des petits cadeaux. J'en remercie. Il y en avait plus, mais il y a un petit trou ici parce que j'en ai gardé un. Il y a plusieurs choses ici. J'ai des pins, des épinglettes, en fait, des jeux. Des épinglettes du Canada sont vraiment belles en passant. Ça, en passant, les épinglettes, il y a une tradition d'échanger des épinglettes au jeu. Moi, j'en avais pas cette année, donc j'ai pas pu en échanger, mais là, j'ai pu garder ceux-là. Donc, et on a aussi des témoins de relais à 4 fois 100 mètres, signés par Bruni Surin. Donc, les premières personnes qui vont venir, vous allez pouvoir avoir un petit cadeau si vous venez poser une question dans les prochaines minutes. Ah, il y a quelqu'un qui a compris que c'était précieux. Le micro se trouve à quel endroit? Ah, juste ici. Il y a des micros, donc juste sur les côtés, juste là. Vous pouvez déjà vous mettre en file. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Vous êtes le premier. Oui. Bonsoir, Meeker. Bonsoir. Bonsoir, M. Surin. Bonsoir. Ah oui, puis vous allez... Je suis très content de vous voir, M. Surin. Ça fait plaisir, merci. Vous étiez mon idole dans les années 90 avec Patrick Roy. Merci. Et je garde un excellent souvenir de vous. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on parle pas assez souvent de vous, à moins que ChatGPT se soit trompé. Je pense que vous détenez toujours le record du 60 mètres en salle canadien. C'est bien ça. C'est bien ça? Oui. Félicitations. En 6 secondes 45. Ouais. Oui. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé du 60 mètres, c'est vrai. C'est une très belle distance, le 60 mètres. J'adore. Ah, vous étiez un champion. Et juste pour terminer sur le 60 mètres, vous aviez aussi battu Frankie Frederick à Toronto, peut-être le plus grand champion d'athlétisme, selon moi, de l'Afrique, de la Namibie. C'est vrai. Étant donné que c'est le mois des Noirs, on va lui rendre hommage aussi à M. Frankie Frederick. Oui. Alors, troisième chose avant que je cède la parole. Il n'y a pas de question là-dedans encore. Il y en a, ça arrive. Non, mais je vais juste être sûr, j'ai annoncé une période de questions. Je fais des marathons. OK. Le marathon, c'est un réchauffement. Ouais. Alors, il y a un point qui nous relie, Monsieur Surin. Je sais que vous êtes d'origine de Cap-Haïtien. Ouais. Vous êtes un Capois. Ouais. Mais il y a quelque chose qui nous relie. Et là, je l'ai amené ce soir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent apprécier ce que j'ai. Là, j'ai pas mes lunettes, je vois pas de loin. Ben, c'est une médaille. C'est pas une belle médaille comme la vôtre. C'est une petite médaille, mais c'est la médaille du premier marathon de Cap-Haïtien. Et le premier marathon qui s'est tenu en Haïti, un marathon officiel. J'ai terminé 9e. J'étais pas sur le podium. On m'a quand même donné une médaille. Alors, c'était en 2014. C'est déjà très bien. Merci. Ouais. Super. Alors, j'arrive avec ma question.
Vous avez été un grand athlète depuis les années 80. Vous avez parlé, même au début, vous n'aviez même pas de souliers. Vous aviez, c'est ça, de la difficulté pour avoir des commanditaires. Et vous avez aussi entraîné, ou à tout le moins contribué, jusqu'à, je pense, au 21e siècle, aider votre fille, qui a été aussi une grande athlète. Comment vous voyez l'évolution de la nutrition dans le sport et dans l'athlétisme, et aussi par rapport à la créatine? Je sais que c'est une nouvelle tendance actuellement. Beaucoup de gens retournent dans la créatine, dont moi, j'en prends maintenant. Alors, j'aimerais savoir votre opinion de professionnel sur, justement, les suppléments à travers peut-être les 4 dernières décennies et sur la créatine, si vous avez une opinion. Ouais. Merci. Ben moi, par rapport à la nutrition et le sport, admettons que tu veux faire des performances ou les marathons, moi, je crois que je suis de l'école que juste, oui, il faut bien se nourrir, mais on dépense tellement à l'entraînement, c'est extrême. Et après un entraînement aussi, on a plein de micro-déchirures. Je pense que les suppléments vont de soi. Je pense pas juste avec la bonne nutrition, on peut tout combler. Ça, c'est selon moi. Donc, pour moi, les suppléments, ça a toujours fait partie du sport. Oui, la nutrition évolue. Comme en technologie, les souliers, les spikes évoluent, comme les pistes d'athlétisme évoluent, les techniques évoluent, les plans d'entraînement évoluent. Donc, tout ça fait que c'est pour ça qu'on a les performances aujourd'hui. Puisque vous faites du marathon, moi, je suis convaincu, cette année, l'année prochaine, quelqu'un va faire en dessous de 2 heures. J'y crois absolument. On est rendu là. Créatine, je ne suis pas un spécialiste de la créatine. Une année, je l'ai essayé, mais parce qu'il faut boire beaucoup d'eau, parce que ça me donnait beaucoup de crampes. J'avais arrêté. Mais je pense que ça dépend des personnes. Si ça fonctionne pour vous, why not? Mais tout ça pour dire que moi, je crois que si tu veux vraiment aller, comme par exemple de faire des marathons au niveau des performances ou athlète de haut niveau, les suppléments, moi, je pense que c'est nécessaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo encore pour le marathon. Merci. Mon objectif, c'est de me qualifier, parce que moi aussi, j'ai un rêve, c'est de me qualifier au marathon de Boston. Oh. Il te manque combien? 5 minutes. OK. Ça va se faire. Ça va se faire. J'ai-tu le droit à un cadeau? Ben oui, bien sûr. Merci. Bien joué. Tu le mérites. De ne pas passer à l'avant. Je vous dis tout de suite, pour pas qu'il y ait de déception, il y en a 12. Bien joué. J'aimerais ça vous y toucher. Un gabois. Bien joué. Madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens d'un pays où c'est plus les courses de fond. Je viens du Kenya. Donc, nous, c'est le marathon, les 10 000, etc. Mais moi, j'ai toujours été obsédée par les sprints et quel plaisir de revivre 96 avec vous. J'ai encore ma cassette VHS. Wow. Ça vaut cher aujourd'hui, là. Ouais. Je l'ai, l'original de 96. En plus, wow. Oui. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à tout le théâtre autour de cette finale. Parce qu'on a vu Noah Lyles avec ces espèces de... Je ne sais pas ce qu'il faisait, là, mais bon. Et les Américains sont connus pour ça. Alors, comment les Canadiens, les sprinteurs canadiens, comment ont-ils fait au fil des ans pour ne pas se laisser, en anglais on dit psyched out, par tous les maniérismes de Maurice Green et tout ce monde-là. Même Carl Lewis en faisait à l'époque. C'est quoi le truc? Nous, on le bloque. Ça, on le bloque. On se dit, ben eux, s'ils veulent faire, entre parenthèses, le cirque, le spectacle et tout ça, c'est à eux. Mais nous, on reste focus. Tu as parlé de Noah Lyles. Je me rappelle spécifiquement, 13 semaines avant Paris, il y avait les World Relays, les compétitions de relais seulement aux Bahamas. Équipe USA gagne. On arrive 6e. Et Noah Lyles qui fait son spectacle, USA, Et là, il se fait interviewer. Et puis là, on lui demande, oui, mais qu'est-ce que tu penses maintenant avec with the Canadian? Les Canadiens, oui.
Canada? Où? Canada? Où? Ils se foutaient de notre gueule. Là, sur les réseaux sociaux, OK, il y avait des commentaires, tout ça. J'ai jump in. J'ai écrit « He will regret this ». C'est ce que j'ai dit. On l'a eu à Paris. That's it. C'est une bonne question. Merci. Monsieur? Oui, mais merci beaucoup parce que vous êtes vous-même. Merci. Et je pense que vous êtes aussi un exemple pour les jeunes et pour tout le monde ici, je pense. C'est pour ça que nous sommes là. Merci. J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est concernant, est-ce que vous avez été déjà, pendant votre carrière, subi des problèmes de racisme? Et puis, comment vous avez fait face par rapport à cela? Et la deuxième question, par rapport à votre expérience, qu'est-ce qui vous a poussé en termes d'entrepreneuriat à aller dans l'immobilier? Première question, racisme. Ça, jeune, avec je suis arrivé en primaire, après ça, secondaire, whatever. Des fois, tu avais des chicanes. Ah, yo, nigger black, whatever. Mais j'ai jamais eu, personnellement, des trucs major, comme majeurs, dans le fond. Il y a eu une période qu'on posait la question. Parce que quand j'ai débuté, bon, vous savez, bon, j'avais pas de commanditaire, puis tout ça, nanana. Puis je me rappelle, un moment donné, un journaliste m'avait posé la question, « Ouais, mais là, penses-tu que si ton nom avait été c'était Tremblay, que tu aurais plus de difficultés? » Là, sur le coup, j'étais comme, « OK, c'est la première fois que je me posais la question. » Moi, dans le fond, moi quand j'ai quelque chose devant moi, là, tu vas voir les obstacles, là, moi, je vais... Puis là, je me suis dit, je sais pas. Puis après ça, en même temps, je me suis dit, regardez aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile que ce soit un Québécois ou un Noir, whatever, dans le sport amateur pour aller vers professionnel? On est dans la même situation aujourd'hui. Fait que non, j'ai pas eu ça. Deuxième question, c'était... Par rapport à votre carrière pour changer dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur. Ah, OK, ouais. Le côté entrepreneur immobilier, ben ça, c'est... j'ai eu très peur de l'immobilier au début. Ça me faisait peur. Mais j'étais intéressé. À chaque fois que j'allais faire le pas, je me disais, ah, c'est de l'argent que je mets, si, c'est peut-être trop cher, c'est la bulle, tout ça. Puis à un moment donné, j'étais dans un congrès business, c'était en Californie, à Anaheim. Moi, je fais des congrès, j'essaie d'apprendre. Puis là, à un moment donné, on avait un des conférenciers, là, il y avait des Steve Wozniak, il y avait des Mark Wahlberg, il y avait... Là, on avait Hugh Hilton devant nous. Là, j'étais comme, oh my God, Hugh Hilton est là. Ça, c'est un gars qui fait de l'immobilier, mais commercial. Là. Comme on dit, le gars, il pèse. C'était fou. Je prenais des notes, j'étais inspiré. Là, après ça, quand il a terminé dans le break, je me faufile et je vais lui parler. C'est là que je me confie, je me dis, ouais, moi, je suis intéressé, mais... Là, il m'arrête. Il me fait la même chose comme quand je parle aux gens. Il me dit, listen... Il me dit, moi, je ne suis pas plus intelligent que toi. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? C'est que tu trouves un projet, tu fais tes calculs, et si ça fait du sens pour toi, you have to jump. Il n'y a pas de best timing perfect, là. You have to jump. Et c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai trouvé un projet, puis les chiffres me parlaient, puis il y a quelque chose qui est très important aussi, networking. Networking. Parce qu'on dit, your network is your net worth. J'ai appris ça. Pas pour rien que j'étais en Californie. Je reste chez moi, là, je m'en vais en Californie pour une semaine, entendre des conférenciers, d'être inspiré. Vous pensez que je fais ça pour le fun? Je fais ça pour apprendre et pour élargir mon réseau. Aujourd'hui, mon réseau, là, c'est comme, oublie ça. C'est pour ça que, un moment donné, quand j'ai eu ce projet-là, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone. Pierre, j'ai besoin de ton conseil. Voici un projet, voici le prix, l'étage, combien que je paye, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, Bruni, vas-y, tu peux pas faire de l'argent avec ça. Boum, j'achète, je vends, je fais de l'argent. C'était qui? C'était Pierre Pomerleau. Si vous regardez les trucs de construction, vous voyez les signes Pomerleau en bleu et blanc, là, whatever. Luc Poirier.
Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous connaissez sûrement, whatever. Là. Un moment donné, il y a quelques années, je l'ai appelé. Écoute, monsieur, j'ai besoin de 15 minutes de votre temps. Je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Comment il pense? Comment ces gars-là, ils pensent? Comment il fait? Je vais apprendre. Je vais à son bureau, il m'apprend. Il partage. Aujourd'hui, je suis dans 2 de ses projets. Quand je vais à son bureau, j'ai mon bureau là-bas. Là. Mais ça, c'est quoi? C'est network. Tout ça, c'est ça. Tu sais, des fois, les gens qui disent « Oh, j'ai pas ci, j'ai pas ça », allez-y. Vous n'avez pas... élargissez votre réseau puis utilisez-le. C'est comme ça on avance. Il y avait un rêve, mais du travail surtout. Du travail, that's it. Yeah. Merci. Merci beaucoup. De l'autre côté, mademoiselle. Madame. Bonsoir, Bruni. Bonsoir, Nika. On a parlé beaucoup de défis, de succès, de persévérance, mais il y a un événement qu'on n'a pas parlé. 2022, Arizona. Depuis ce temps-là, comment est ta game de golf? Oh my God! C'est pas mieux, c'est pas mieux. Moi, pour le golf, oublie ça. Mais je trouve le golf, il faut de la patience. Il faut de la patience. Merci pour la question, pareil. C'est bon. Là, il faut que tu le mettes en contexte, là. Arizona 2022. Là. Arizona 2022. Ouais. Tu sais, quand vous entendez quelqu'un qui dit « Park », c'est moi, ça. Park! Je courais vite derrière la balle, exactement. La balle qui s'envoie toujours comme ça. Ouais, shank. Oui, ta question à gauche. Une seule petite question, c'est à quel âge tu as commencé à t'entraîner pour de vrai, pour les JO, comme intense? La première année, j'avais 18 ans. À l'âge de 18 ans. Ouais. Et toi, est-ce que tu as un objectif en sport ou un objectif en général? Ouais. D'aller au JO. JO? Dans quel sport? Athlétisme. All right. Yes. Go. Là, t'as quel âge, là? 11. Ah, t'as encore le temps. Pas pire, t'es en avance sur Bruni Surin. Il joue au basket à cet âge-là. Si t'as besoin de conseils, tu viens me voir après. Merci. Ça fait plaisir. Merci. De l'autre côté, à droite. Et alors, premièrement, je m'excuse pour mon franglais, OK? C'est bon, c'est correct. C'est correct, on est à Gatineau. Ah ouais. Et on vient de Montréal. Oui, exactement. Alors, moi, ma question, c'est... it has a lot of layers. Juste parce que je me rappelle mes premiers Jeux olympiques, c'était à Montréal. J'étais comme tout jeune. Puis la première fois que j'avais entendu les noms des athlètes, c'était ma mère qui est ici. So I'm putting her on the spot. Puis je pense que tu la connais parce que vous êtes allés à la même école. So alors j'ai entendu ton nom. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, c'était comme dans les années 90, puis il y avait beaucoup de bruit du racisme, que c'est pas pour nous, on n'est pas supposé d'être là, puis tout, blablabla. Anyways, so quand je me rappelle d'être dans le salon, puis on avait vu les jeux, puis vous avez gagné or. Puis est-ce qu'il y avait comme... Tu sais, je sais que tu avais dit que quand tu cours, tu penses pas d'autres choses, c'est juste toi dans le couloir. Mais est-ce que tu avais... did you ever think of the impact? Comme, moi, je viens du monde d'influence, alors je suis influenceuse, alors je comprends le pouvoir d'influence, le pouvoir de dire, juste parcourir que, hey, OK, on te voit pas comme Canadien, mais tu es Canadien et tu peux amener l'or. Est-ce que tu avais jamais comme... Did you ever think que ça pourrait comme impacter des générations comme même 30 ans plus tard? Ben, pas 30 ans, mais... Tu me vieillis, là? Non. 28 ans. Oui, juste 28 ans. Non, mais sans blague, je dois vous avouer que non. Je dois vous avouer que... ben déjà, la personne qui m'avait dit « on a gagné », ça avait eu... c'est comme « OK, wow ». Puis encore aujourd'hui, je fais des conférences à chaque semaine. Puis des fois, quand je parle de l'histoire, je fais des rappels. Puis je vois les gens qui... C'est comme, oh my God. Des fois, je me surprends. Si je suis en train de parler, je suis en train de raconter, et l'impact, ça me surprend.
Puis des fois, je me disais, hey, ça fait 10 ans de ça. Hey, ça fait 15 ans de ça. Là, ça fait 28 ans de ça. Puis encore là, je fais des conférences, puis les gens se rappellent. Puis même, voilà, 2-3 semaines, j'étais à l'école high school. Puis évidemment, avant que j'aille au high school, je dis au directeur, est-ce que tu peux dire aux élèves l'invité qui va venir, l'histoire et puis tout ça? Puis écoute, les jeunes qui viennent me parler après, puis tout ça, puis les jeunes qui font du sport, qui me demandent des conseils, j'étais comme, oh my God, c'est fou, là. L'impact, moi-même, ça me surprend. Et c'est gratifiant. Puis en même temps, moi, je me dis, écoute, je vais en faire encore plus. Parce que si avec ça, je peux inspirer, je peux encourager. Puis qu'est-ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que l'inspiration, c'est beau, mais l'inspiration, c'est pas assez. Il faut passer à l'action après. Puis c'est ça que je dis souvent aux gens. Ah, inspiration, OK, I'm motivated. Yeah, but go now. Go after your dream. C'est ça qu'on continue à faire. Merci. Oui. Merci pour la question. Merci pour la question. Si je peux me permettre, 28 ans plus tard, oui. C'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est pas pour rien qu'on est au musée de l'histoire avec un grand H canadien. Okay. Parce que, non, mais c'est ça pareil, ça fait partie de l'histoire quand même, cette performance. Oui, à gauche. Bonjour. Okay. Bonjour. J'ai 12 ans et ma petite question, c'est que est-ce que vous avez genre la clé ou le processus qui fait que genre dans le sport ou dans la vie, tu réussis, qu'est-ce que tu as envie de faire? La clé? La clé ou le processus, genre, le mindset que tu dois avoir. Mindset, premièrement, il faut y croire. Il faut que tu te conditionnes à dire, il faut y croire. Comme mon entraîneur m'avait dit, de mi-exis, de mi-albi. Moi, je me voyais. Je faisais de la visualisation. Au début, mon entraîneur me parlait de visualisation que je ne comprenais pas. J'ai dit, coach, c'est quoi ça de la visualisation? Il dit, ben, c'est visuel. Essaie de te voir comme que tu venais de voir Carl Lewis, là. Ça, c'est un être humain. Oui, il y a du talent, blablabla, mais essaie de te voir, toi, faire comme ça. Puis je le faisais. Continuellement. Visualisation. Et j'avais le travail physique aussi à faire. Persévérance, comme je vous ai parlé pendant toute l'entrevue. Et après ça, c'est ça. Comme mon business coach me dit aujourd'hui, il nous dit tout le temps. Visualization, work, perseverance, success. Merci. It. De rien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. À droite. Bonsoir. Bonsoir. Un autre beau moment des Jeux d'Atlanta, c'est quand Mohamed Ali a allumé la flamme olympique. Est-ce que vous étiez dans le stade à ce moment-là? Et si oui, comment vous avez vécu ce moment-là? J'étais pas au stade. Je l'ai vu à la télévision. Nous, on était à la maison avec l'équipe. On regardait ça. C'était très émotif. Parce que Mohamed Ali, écoute, c'est tout un emblème. Il représente tellement l'histoire. Mon père était fan de Mohamed Ali et tout ça. Mais en même temps que c'était le fun de le voir, il y avait un petit côté triste aussi. C'est de voir, parce que en tout cas, avec sa maladie et tout ça. Mais on n'est pas éternel. Hein? Mais c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, il est parti. Mais dans l'histoire, justement, il est là, il est vivant. Et c'est ça que le souvenir qu'on garde là. Ouais. Merci. Merci beaucoup. À gauche. Oui, à vous. Allô? Allô? Moi, je fais du ski de fond. Puis les moments où je me sens tout le temps le plus fébrile, c'est la veille avant la compétition où on va skier le parcours. Alors, je me demandais, toi, c'est quand les moments où tu te sentais le plus stressé en général? Mm-hmm. Au début, je stressais genre 1 semaine à l'avance, avant une compétition. C'était fou. Puis je me dis, et comment ça se fait? Ma conjointe est restée avec moi, là. C'était fou. Parce que je ne savais pas comment dealer avec la pression. Je pensais, OK, dans 1 semaine, j'ai une compétition, puis j'étais pas vivable, là. Puis moi, tout m'énervait dans la maison. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif,
qui m'ont aidé vraiment à canaliser mon énergie avant la compétition. Ça ne sert à rien d'être stressé comme une semaine, ça m'a beaucoup aidé. Mais moi, c'était une semaine à l'avance. Puis quand j'ai commencé à travailler avec le psychologue sportif, c'était comme, je faisais ma visualisation, relax, la veille, puis that's it. À votre âge, est-ce que vous avez des psychologues? Est-ce que vous travaillez avec des psychologues? Non? Non. OK. Puis toi, c'est quoi ton rêve? Je ne sais pas trop encore. Toi? OK. Là, ça fait combien de temps que tu fais la compétition? Ça va faire 3 ans, je pense. Ah, quand même, bravo. Ben, je te souhaite bon succès. Hein? Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci pour la question. 2 dernières. On va prendre 2 dernières questions. Oui. Bonsoir. Ma question est un peu un contexte différent. Donc, comme chef de mission, avec votre expérience, vos compétences et tout ça, comment vous avez vécu, j'en parle, c'est un contexte un peu malheureux, mais l'histoire, le scandale de drone avec l'équipe de soccer féminin, parce que ça nous a vraiment tout touchés. On était... en tout cas, moi, je ne le croyais pas. Je disais, ça se peut pas. Comment vous avez pu composer comme chef de mission pour rassembler tous les athlètes puis passer à travers ça? Parce que c'est vraiment important puis c'est vraiment très désolant puis ça peut décourager les athlètes aussi. Ouais. Excellente question. Merci. Excellente question, merci. Moi encore, c'était désolant qu'on a appris ça. Puis finalement, c'était comme on se faisait pointer du doigt, comme nous autres. Là. C'était comme on est Canadiens ici. Là. Puis partout dans les journaux à travers le monde, c'est Canada a triché. Puis moi, j'étais comme, je dois être avec les filles. Je dois être avec l'équipe. Mais l'équipe n'est pas à Paris. L'équipe est à Saint-Étienne. Ça, c'est à genre 3 heures de train en dehors. Et on a l'équipe. Tout le monde là. J'ai dit, guys, OK? Je vais m'absenter. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je veux me sentir le support là. Finalement, je suis allé là-bas. Mais je ne voulais pas non plus arriver là comme, écoute, Bruny Surin arrive. J'ai dit au directeur général, écoute, je vais être dans la cour. J'aimerais ça parler à l'équipe, mais je laisse ça entre eux. Je ne veux pas m'imposer. Si vous avez besoin de moi, je vais être là. Puis après ça, à un moment donné, il me texte. Il me dit, OK, viens parler avec l'équipe. C'était très émotif, là. C'était comme, c'est fou, là. Mais là encore, tu te tiens droit. You're not defeated. C'est comme, let's go, Canada. Je dis, guys, c'est triste qu'est-ce qui nous arrive. Vous avez pu votre coach et tout ça. Moi, je suis là pour me battre avec vous. Le comité olympique canadien est là pour se battre avec vous. Imaginez-vous, vous partez, tout le monde a fait une course, là. Tout le monde sur la ligne de départ. Mais Canada, on est 2 steps behind. Est-ce que vous voulez abandonner tout de suite, vous retournez chez vous ou on va fight jusqu'au bout? Moi, je suis prêt à fight. We can do this. Puis écoute, il y en a qui sont venus me parler, écoute, les larmes aux yeux, je dis, ben là, arrêtez, vous allez me faire pleurer, moi aussi, whatever. Mais c'était fou. On voit au stade, les filles sont pompées, let's go, let's go. Premier match, contre qui on joue? La France. Là, le stade, c'est « Allez les Bleus! Allez les Bleus! » Là, j'étais comme « Oh my God, j'ai mon petit drapeau Canada, let's go, Canada! » Là, c'est fou. Là, on commence, l'ambiance était incroyable. Et là, France met un but. Ouais. Là, j'ai dit, là, ils vont dire, mon speech n'a pas fonctionné. Là, mais tout ça pour dire, on fait un score 1-1 et on gagne 2-1. Au retour, on prend l'autobus avec l'équipe. Puis ils nous ont dit, écoute, c'était vraiment... ils sentaient le support. Le match d'après, on a gagné, tout ça. Mais au bout de la ligne, là, cette histoire-là, c'est que sur papier, est-ce qu'on a gagné une médaille au soccer? On n'a pas gagné une médaille. Mais la résilience, là, c'est comme... fight jusqu'au bout pour ton mindset pour dire quand on va sortir de là, on va être encore meilleur. Puis c'est ça le processus qu'on est en train de faire. J'étais très fier d'eux. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question? Oui. J'ai toujours été curieux de savoir une chose. Si on reculait dans le temps, vous allez courir le 100 mètres dans 3 heures. Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Les événements, place-toi ici, place-toi là, change-toi là, et ainsi de suite.
Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête aussi? Parce que on vit tous un stress un jour ou l'autre. 21 millions de choses se passent dans la tête. Ouais. Qu'est-ce qui se passe physiquement, mais aussi mentalement? C'est parce que ça fait un tout, finalement. Ouais. Merci. Ouais. Ben, physiquement, c'est que, genre, 3 heures, même un petit peu, même avant, c'est qu'on a tous nos traitements déjà qu'on fait. Par exemple, ce sera un massage, pas deep massage, parce que là, ton muscle, il va être trop... tu fais tes ajustements et tout. Puis, au moment où est-ce qu'on va prendre soit le taxi ou whatever, le transport pour aller au stade, blocage. J'ai ma musique. Là, à partir de là, c'est comme je parle à mon coach, puis mon staff, mon masso et tout ça. Tous les autres, que tu sois mon frère, ma soeur, ma conjointe, whatever, c'est pas le temps, là. Là, c'est comme, là, je suis dans mon monde, tout le monde me laisse tranquille, je me mets dans mon mindset. OK, là, Bruni, la compétition, qu'est-ce qu'on a fait à l'entraînement? C'est comme, that's it. Puis là, c'est comme, l'adrénaline monte. Puis là, c'est comme en arrivant au stade après, là, c'est comme si tu mets c'est comme si un boxeur là, qui va se battre, là t'es là. T'es dans ce mindset-là. Tu peux pas arriver, puis tu vois les gens qui vont faire ça, par exemple, comme un Usain Bolt, whatever, qui va niaiser, whatever. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tout ce travail-là, lui, il fait la veille. Ce mindset-là, parce que lui, ça lui permet de relaxer. Mais moi, c'était le contraire. Moi, c'était comme 3-4 heures, comme tu le dis, là. C'est ça la préparation que je faisais. Puis, en arrivant sur au moment du départ, là, c'est comme tout ce monde-là, là, spectateur, celui qui est à ma droite, à ma gauche, ça n'existe pas. Un nuage. Un nuage. C'est comme focus total. Et j'ai des fois des chums. On dit, hey, en demi-finale, on était ensemble. Ah ouais? J'avais aucune idée. Aucune idée. Tu me dis qui est à ma droite, qui est à ma gauche, I don't know. C'est comme ça que j'ai réussi à faire mes performances. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci énormément. Merci. En tout cas, je dois dire, j'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissement aussi à Mika parce qu'il a fait un job vraiment incroyable. J'ai pas eu grand-chose à faire, moi. Moi, j'étais là pour boire de l'eau puis jaser avec toi. Fait que, voilà. J'hésite de vouloir mettre fin à tout ça. C'était une soirée exceptionnelle et une discussion vraiment inspirante. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut tous apprendre de la résilience. On a tous besoin dans des différents moments de notre vie. Alors, merci infiniment pour cette conversation super intéressante. Merci beaucoup. Et un grand merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'événement est enregistré. Alors, il va bientôt se retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, gardez un œil si jamais vous voulez revoir ou partager tout ça. Et maintenant, sans plus, je vous invite à se joindre à nous pour une petite réception au foyer. Puis, je vous remercie encore une fois infiniment à Bruni et à Mika. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, c'est vraiment fun. C'est super. Ah oui, ça voulait, là, même. C'est fou.